Bonjour. Bonjour. Évidemment, faut s'éclaircir un peu la voix. J'ai évidemment encore parlé à personne de la journée. Vous êtes les premiers, vous êtes mes premiers aujourd'hui. Bonjour. Comment allez-vous? J'espère que c'est la grande forme. C'est la canicule, évidemment. C'est la canicule. On va en parler vite fait. On va regarder un petit sujet de TF1 là-dessus. Ici, ça regarde toujours pas les JO. Peut-être je vais regarder la cérémonie de clôture ce soir. Ah non, on m'a dit vas-y, on sort boire un verre. Donc je vais sortir boire un verre, je verrai pas la cérémonie de clôture, c'est dommage. Ils ont dit qu'il y aurait quoi la cérémonie de clôture? Ils ont dit qu'il y aurait Tom Cruise. Je vois pas le... D'accord. Ils ont dit qu'il y aurait des trucs quoi. Et moi j'aime bien parce que c'est des trucs jolis quoi. Donc le scientologue, ouais, le scientologue, il y aura Tom Cruise le scientologue. Bon bah moi vous vous ennuyez peut-être, mais moi je m'ennuie pas. Vous avez vu ceux qui viennent d'Insta là? Je fais des stories et tout. J'ai même fait un réel hier, donc j'essaie de prendre des bouts de live. Je pense que je vais aller jusqu'à désinstaller l'appli Twitter de mon téléphone. Je crois que ça va faire du bien à tout le monde. Y compris aux gens, hein. J'ai l'impression que j'énerve encore beaucoup sur Twitter. Je tweete des trucs parfois anodins et je me reçois des fachos en bas qui sont énervés. Ils sont énervés parce que, alors je sais pas, l'autre jour j'ai tweeté qu'il faisait chaud, enfin c'était cette nuit, parce qu'il faisait chaud cette nuit, et c'était, ouais, de toute façon il dit ça depuis son appartement de bourgeois avec sa clim. J'ai même pas la clim, non, c'était bureau, c'est bureau parisien, ils sont fous quoi. Regardez, je suis avec Mémé, elle est exténuée. Tout à l'heure, Mémé, elle suait même. Je l'ai chopée et j'ai fait « Ouh, elle sue !» C'est normal, les chats qui suent? Il me semblait que c'était une spécificité humaine, ça, de suer comme un gros dégueulasse. Surtout. Hein, supprimer Twitter depuis un... Alors, je vais pas supprimer Twitter, parce que j'ai quand même un compte dont j'ai besoin professionnellement. Mais, ouah, c'est plus tranquille, Insta, quoi. Je vais supprimer l'appli de mon téléphone, histoire de pas être dessus tout le temps. Et puis finalement, je peux être sur Insta aussi. Hein, je découvre plein de trucs, moi. Notamment les réels, là, quand tu fais défiler les réels. En fait, tu découvres tes goûts. Au fur et à mesure, il affine l'algorithme. Et finalement, l'algorithme te permet de comprendre qui tu es, sur quoi t'as bloqué. Et j'ai découvert que j'étais un artiste, en fait. Je regarde que des trucs d'art. Énormément de musique, de gens qui jouent de la musique, de gens qui chantent, de gens qui peignent, de gens qui dessinent, du stand-up aussi un peu. Voilà, j'ai découvert que grâce à ça, j'ai découvert que j'étais un artiste. J'ai découvert que j'étais un stalker aussi grâce à Instagram. Et ça c'est pratique quand même parce que putain, qu'est-ce qu'on peut stalker les gens? Beaucoup plus que sur Twitter où les gens ils racontent ce qu'ils pensent et ils montrent pas ce qu'ils font. Là on voit ce qu'ils font, il y a des photos et tout. D'ailleurs, arrêtez de mettre des photos de paysages, on s'en branle, vous n'êtes pas meilleur que qui que ce soit pour prendre en photo des paysages qui ont déjà été pris en photo 1000 fois. On s'en fout de vos paysages, on veut vous voir vous, on veut voir ce que vous faites, on veut voir avec qui vous êtes, on veut voir si vous êtes en vacances, si vous êtes stylé, si vous avez de l'argent. On veut savoir tout ça. Donc s'il vous plaît, faites ça. Comme ça, tu vois, tu fais « Ah tiens, lui je savais pas qu'il était avec elle. » Enfin, je savais en fait, mais... Fallait pas que je le dise, mais là, vu que c'est sur Insta, il y a une photo, donc maintenant je vais avoir le droit de le dire. Donc c'est très bien. Ça permet de savoir qui fait quoi. Et donc voilà, et puis, ouais, Usul est watching you maintenant. Tu vois même qui a regardé tes stories. Tiens, les gens s'intéressent à moi. Et puis j'ai retrouvé une dimension un peu plus humaine des réseaux sociaux, parce que quand t'as un compte Twitter à 200 000 abonnés, Déjà, t'es plein de... Bon, déjà, moi j'ai tous les fachos sur le dos, donc c'est pénible. Là, ils sont pas encore là, où je les bloque au fur et à mesure. Mais tu vois, j'en bloque un par jour. Sur Twitter, je peux en bloquer 50 par jour. si je regarde. Et bon, bah... tu fais un post, et là, je suis là, oh, j'ai eu des likes et tout. Mais alors que sur Twitter, je fais mon tweet... Il part dans la poche et démerdez-vous avec ça, je m'en fous qu'il marche ou qu'il marche pas, c'est devenu... Il n'y a plus de plaisir, il n'y a plus l'excitation du début. Et là je retrouve le fait d'avoir un petit compte, c'est un petit compte, c'est relatif, mais pour un influenceur c'est pas énorme d'avoir, je sais plus, j'ai 16 000, un truc comme ça. Donc c'est très raisonnable, tu peux regarder ce qui se passe, tu peux même voir ce qu'écrivent les gens que tu connais pas, quoi. Voilà, donc suivez-moi sur Insta, j'y mets de l'énergie, je m'y emploie. J'essaie d'en faire quelque chose. Parce que c'est intéressant là, j'ai compris comment on faisait les réels. Bon, faut les monter avant, hein, ça c'est chiant, ça m'a pris 1h30 pour faire un truc de 5 minutes.
Et encore, il y en a un qui m'a dit, ouais, nous la Gen Z, on a besoin de sous-titres. C'est en français. Ça je comprends pas, ça m'échappe. Pourquoi vous avez besoin de sous-titres? Parce que vous les regardez sans le son, donc dans le métro ou je sais pas quoi. Mais bah oui, mais pourquoi? Sous-titres pour l'attention. Mais pourquoi l'attention? Je parle tout le long. Je coupe même pour qu'il n'y ait pas des silences. Pour regarder sans le son. Mais tu mets la radio si tu regardes sans le son. Moi, quand j'ai pas le son. Vous êtes trop bizarre. En plus, c'est les réels. Donc tu défiles. T'es devant ton truc. C'est pas comme tu mets la radio et tu changes de pièce. Moi, je regarde sans le son. Mais pas les réels. Ça a aucun sens, les réels sans le son. Les stories, ok, d'accord. Alors, les stories, j'ai pas encore compris. J'ai pas encore compris pourquoi les gens mettaient pas de musique. Moi j'adore mettre des musiques dans. Tu mets une photo, tu mets une musique, c'est rigolo. Voilà. Sous-titres obligatoires, mais. Alors très bien, comment on fait les sous-titres? Je vais pas les faire à la main. C'est pas. On n'est pas au XXe siècle là. Il y a des applis pour ça, mais faut payer, j'imagine, pour que ça fasse un travail correct de sous-titres. C'est souvent sous-titré le réel. Quoi si? Non, je fais pas à la main moi. C'est les codes d'Insta, fais pas ton. Non, mais je veux bien que ce soit des codes, mais il faut m'expliquer pourquoi. Pourquoi ils sont là? Parce que moi, je vois pas l'intérêt des sous-titres. Si, les sous-titres en anglais, c'est pratique, parce que du coup, tu vois en anglais, et si t'as pas entendu bien, tu comprends mieux. Mais en français, des Français qui me disent on écoute déjà de la musique en même temps. Mais vous êtes bizarre, faut se concentrer quand on. Pour regarder en public sans le son. Mais quand vous êtes en public, faites des choses avec les gens avec lesquels vous êtes. Bon, les malentendants, ça c'est un argument, mais le gars qui m'a dit non, j'ai problème d'attention, il est pas malentendant lui. Donc il faut, quand on vous dit quelque chose, faut l'écrire en plus en dessous. D'accord, bon. J'ai un TDAH. Oui, non mais évidemment, si vous me sortez des TDAH et des problèmes d'audition, évidemment, on n'est pas rendu. Tu peux le faire avec CapCut, les sous-titres. CapCut, ok. Je suis avec toute ma famille devant le live sans le son, mais ça n'a aucun intérêt, ma au poil. Mais tu connais Insta Repeat? Ça montre le formatage des photos postées sur Insta. Oui, non, mais c'est pour ça que je dis les photos. Arrêtez de faire des belles photos je sais pas, des églises et des machins là, des bâtiments. Faut citer Dava. Je comprends rien. Vous êtes. Ah oui, le truc sur les jeunes là, putain. Ces enculés de jeunes. Non, je sais plus ce que c'était la phrase. Complètement ravagés, ces enfoirés de jeunes. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Bon, très bien. Bon. Le programme d'aujourd'hui, hein, c'est bon, on a parlé d'Insta, je vais essayer d'essayer CapCut pour trouver le programme. Mais sinon, n'hésitez pas à m'envoyer un DM sur Insta pour me dire ça c'est le logiciel, il est gratuit ou je sais pas quoi. Le meilleur truc quoi pour les sous-titres, parce que bah, maintenant je vais m'y mettre, hein, les gens, si le peuple le veut. On va faire un Vox Populi, Vox Dei, on va le faire, c'est pas grave. Je suis dans le bus sans les écouteurs, mais quelle idée d'être dehors sans des écouteurs déjà. C'est vous qui êtes bizarre. Il faut un CapCut, ouais. Bon, en tout cas, voilà, allez voir mon réel. J'ai fait un réel si vous avez loupé le dernier live. Hop, du coup, je prends un bout de live. Je sais pas ce que je vais prendre là aujourd'hui. Mais du coup, attends, tu commences à réfléchir en te disant, je fais mon stream, c'est bien. Donc je prépare mes streams, hein, vous allez voir. J'ai des articles de côté, je sais à peu près ce que je vais dire au début, à la fin, machin, tout ça. Par contre, là, je savais que j'allais vous parler d'Insta et tout. Par contre, je vais commencer à réfléchir à qu'est-ce que je pourrais du coup faire qui ferait une bonne soirée Insta après. Mais j'imagine que c'est ce que beaucoup font. Je sais plus qui m'avait dit ça. Ah oui, c'est Manès Nadel qui m'avait dit ouais, mes passages télé, j'y pense, c'est pratique pour faire des. Je pense en termes de story. Enfin, de réel, enfin de je sais pas quoi là, les jeunes là. Complètement dégénérés les jeunes, hein, vraiment. Et ben ouais, on essaie de. Les capsules de Klemovic, oui, Clément Viktorovitch qui a bien compris le truc aussi, hein, lui il s'y est bien mis cette année, beau boulot. T'es juste encore esclave d'un autre truc. Mais non, mais parce que moi je fais des vidéos, c'est la différence, je suis pas juste. Je suis vraiment un vidéaste, je pense en termes de vidéos. Donc, mais là du coup c'est un autre métier, j'apprends tout. Faire des vidéos je sais faire, mais alors faire des. Penser Insta, penser machin, là je découvre, mais avec une espèce de joie. De créatif qui a un nouvel outil. Ah tiens, on peut faire des trucs, ah tiens, c'est marrant. Et puis c'est bien, et puis j'en ai marre de la politique. C'est chiant la politique au bout d'un moment, non?
Moi je suis là, je suis sur mon téléphone, j'envoie des tweets. Lumi une fois elle m'a dit, toi t'envoies pas des tweets, toi tu dénonces toi. Oui voilà c'est ça, et des fois elle me dit qu'est-ce que tu fais là, tu dénonces encore là? Oui je dénonce. Et bah je dénonce, bah oui je dénonce. Ah Macron, ah. Et puis à quoi ça sert, à quoi ça sert, qu'est-ce qui va rester de nous? Des tweets énervés? Est-ce qu'on n'a pas envie d'offrir autre chose aux gens? C'est pour ça que je disais, putain j'aurais voulu être un artiste en fait. J'ai raté, j'ai tout raté. J'ai bien réussi pour faire les vidéos, ça c'est bon. Mais est-ce que c'est vraiment ça que je voulais offrir au monde? C'est pas dit. Même sous 39 degrés, vive la gauche. Bon allez. J'en ai marre de dénoncer. Mais on va dénoncer aujourd'hui. On va dénoncer des trucs, on va dénoncer les JO là. Allez, c'est le dernier jour. Après ce sera ringard et les JO. C'est déjà un peu ringard, hein, mais... Donc. Tac. Hop, on va commencer en fanfare. Drapeau, police et marseillaise. Pour le RN, les JO ressemblent beaucoup à la France qu'on voudrait. Si beaucoup d'élus RN ont critiqué la cérémonie d'ouverture, les cadres du parti mettent en scène leurs félicitations des médaillés français, affichent leur soutien aux forces de l'ordre et fantasment un pari ultra sécuritaire dont la quinzaine offre un aperçu. Petit article de Youmni Kezouf pour Mediapart, on va démarrer avec ça. Tout est là, hein, vous avez compris un petit peu, parce que vous avez vu, maintenant la gauche on se fait engueuler, même quand on dit rien. Ah, ça ne commande pas les JO, vous n'avez rien dit sur les médailles, vous n'avez rien dit sur le... Ça devient étouffant, hein, ce pays, quand même. Hein. Je veux dire, la vibe fasciste est quand même très très forte. Maintenant, il faudrait être devant Léon Marchand à l'heure où il passe, et être devant, sinon t'es pas un vrai patriote, sinon t'es l'anti-France et tout. Mais niquez vos mères, quoi. Mais t'es un artiste, Usul. Mais non, je suis pas un artiste, moi je suis un journaliste. Voilà. Bon. Et les journalistes, vous savez, le propre des journalistes, c'est que on les oublie, ils font un truc pour leur époque, et puis après, pouf, ça disparaît. Bon. Annie Dingo et les JO, c'est pas complètement foutu, on peut être ensemble et être heureux ensemble. La mère socialiste exprime auprès du Monde, alors là c'est un long article du Monde, sur pendant que les fachos kiffent, bah Annie Hidalgo aussi est kiffe en fait. La mère socialiste exprime auprès du Monde sa joie et sa fierté. Qu'il sache ma joie, qu'il sache ma fierté. Vous connaissez ce morceau de... Bon, c'est pas grave. Devant le succès populaire des Jeux Olympiques, voilà, elle est contente. Elle exprime aussi sa colère hein, au sujet des critiques contre Paris et son action, derrière lesquelles elle voit le travail de sape de la planète réactionnaire et de l'extrême droite contre une ville de toutes les libertés, une ville refuge. Voilà. Et alors vous êtes adorable dans le chat, j'ai pas besoin d'être rassuré, vous en faites pas. Je vais essayer de prendre mon destin en main. Hein, et il va falloir que j'en tire les conclusions un jour peut-être de ça. Voilà. Non mais parce que... Non mais je vais arrêter de raconter ma vie, stop, on continue, on reste sur Anne Hidalgo, tout ça. Ensuite on va parler vite fait du climat, je vais vous montrer un tweet que j'ai fait hier. Où évidemment, donc c'est le tweet où je vous disais, je me suis fait insulter en dessous, Usul, sale bourgeois, j'ai rien dit moi. On va regarder comment le Trésor parle de la canicule. Le Trésor de TF1, parce que c'est assez rare, souvent franchement dans les journaux c'est plutôt, dans les journaux télé c'est plutôt les gens ils sont contents du beau temps. Bon là ça y est on vient en canicule, donc on va essayer de voir d'un point de vue climat comment les équipes du JT de 13h de TF1 traitent la canicule. Moi je n'en ai aucune idée, j'ai pas lancé le truc, c'est vraiment par curiosité. Et ensuite on va parler de Xavier Bertrand. Alors Xavier Bertrand avec un article d'Arrêt sur Image. Xavier Bertrand à Matignon, la petite musique qui monte apparemment. Là, il y a une Bertrand Mania dans les médias, et c'est bien évidemment Arrêt sur Image qui nous l'explique. C'est Camille Stino qui signe cet article, alors que la trêve politique décrétée unilatéralement par Emmanuel Macron pour les JO touche à sa fin. Les spéculations sur l'identité du futur Premier ministre reprennent, et le nom de Xavier Bertrand revient en boucle dans la bouche des commentateurs de plateau télé qui ne manquent pas de vendre le président de la région Hauts-de-France comme le tenant d'une droite sociale. Ah bah oui, bah ça c'est le retour du prouteur, oui, voilà, c'est ça. Et puis si on a le temps, il y a 2 autres articles de côté, il n'est pas dit qu'on ait le temps. Moi je fais 2 heures, hein, pas plus, parce qu'après sinon je me mets à dire des bêtises. Donc voilà. Et puis en plus, là j'avoue que avec la chaleur, la fatigue est d'autant plus vite arrivée. Voilà. Et ben on va rentrer dans le vif du sujet directement hein, avec les fachos. Les fachos qui sont très contents des JO,
Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Drapeau, police. Alors c'est le dossier extrême droite c'est rangé dans la rubrique extrême droite de Mediapart. Yumni Kezouf qui nous dit que voilà, bon, alors évidemment, quand il s'agissait de critiquer la cérémonie d'ouverture, le clientélisme ordinaire, là tu vois, on parle jamais de clientélisme pour ça. Là, c'est peut-être un peu clientéliste de faire semblant de s'outrager pour la truc, là où la scène avec Philippe Catherine ou je sais pas quoi. C'est peut-être du clientélisme pour viser une certaine population d'une certaine religion, hein? Non, là, il n'y a pas de problème, là. Mais bon, pour moi, c'est un peu du clientélisme. Mais alors là, ils étaient chauds. Bref, si beaucoup d'élus du RN ont critiqué la cérémonie d'ouverture, les cadres du parti mettent en scène leurs félicitations des médaillés français, affichent leur soutien aux forces de l'ordre et fantasment un Paris ultra sécuritaire dont la quinzaine offre un aperçu. Voilà. Des forces de police omniprésentes, des drapeaux français partout et la Marseillaise qui résonne tous les jours. C'est le SNU ce truc. Après une cérémonie d'ouverture compliquée, les politiques d'extrême droite ont retrouvé le sourire pour ces Jeux Olympiques. Entre parenthèses, JO, hein, vous saurez que quand on dit JO, c'est Jeux Olympiques. Faudrait suivre un peu. Alors que le programme du Rassemblement National, RN, il précise, c'est bien, mais c'est peut-être une convention, je dis ça, je me moque, mais c'est peut-être une convention journalistique, c'est-à-dire tu mets pas des acronymes si t'as pas avant mis le truc en entier, il me semble que c'est ça. Un peu la règle, tu vois, de lisibilité dans la presse. Donc les JO, le RN, donc alors que le programme sur le sport est quasiment inexistant, alors que le programme du Rassemblement National sur le sport est presque inexistant, et que le parti utilise surtout le monde sportif comme carburant à polémique, des questions du voile dans la pratique athlétique au club de foot supposément communautariste, les élus du parti se gargarisent de chaque médaille d'or française depuis le début de la quinzaine. D'ailleurs, si vous voulez pousser un petit peu plus loin, je vous rappelle qu'on se tape une répute, vous le savez, on se tape une répute d'islamophobes dans le monde entier. Ces JO n'ont pas du tout démenti ces rumeurs sur la France, puisqu'il y a un article entier de Mediapart, un article de Faiza Zerwala, voit les JO, l'hypocrisie française. La France est le seul pays à interdire le port du voile ou tout autre signe de religieux à ses athlètes lors des Jeux Olympiques. Des basketteuses portant le hijab, membres du collectif Basket pour toutes, rappellent que l'interdiction les empêche de jouer et de progresser tout le reste du temps. Hein, on se prive en plus de talent parce qu'on a juste envie d'être raciste. Voilà. Donc, bon, voilà, ça, pour le coup, ça déplaît pas au RN, il n'y a pas de problème. Les élus du parti donc se gargarisent. Président du parti, Jordan Bardella multiplie ainsi les partages de félicitations et des diverses fédérations françaises, comme les 123 députés du parti élus au mois de juillet. Ce qui est normal, enfin je veux dire, ce qui est une bonne strate de leur part, c'est on n'est pas à part, ça permet de pas justement apparaître que à travers les polémiques, mais de aussi faire corps un peu avec la nation. Vous voyez, en fait, ils font comme Macron. Ils disent, les gens, ils aiment les JO, hein, je vous l'ai dit lors du dernier live, apparemment les Français, alors c'était il y a 3-4 jours, 2-3 jours, les Français ont regardé 20 heures de JO par personne. Hein, en sachant que moi j'ai regardé 0, vous savez ce que ça veut dire, les moyennes, il y a des zinzins qui ont dû faire des runs de 60 heures de matage de télé avec Nelson Montfort et tout. Non, ça existait plus, Nelson Montfort. Ils ont peut-être arrêté Nelson Montfort. Philippe Candeloro, il commande plus, c'est pareil. Ah, il est toujours là? Ah bah ça me fait plaisir, quelque part. Bon, très bien. Et Patrice Laffont, comment il va Patrice Laffont? Est-ce que vous étiez triste pour Patrice Laffont? Parce que moi je l'avais cancel depuis qu'il avait tapé Passepartout, c'était abusé ça. Hein, méchant Passepartout, bam, ça, puis remarques sexistes et tout. Il y avait eu une polémique qui était ressortie sur Pépita dans Pyramide, où Patrice Laffont il faisait des blagues racistes et tout. Et après Pépita, il lui avait demandé, mais Pépita, vous êtes pas choqué? Enfin, dans la télé, il y a des journalistes qui étaient allés demander à Pépita, mais c'était choquant les blagues. Elle fait, oh, c'était l'époque et tout. Après, je crois qu'elle était allée chez Hanouna. Enfin bon, des trucs de ouf. On s'en fout quoi? On s'en fout! Moi je m'en fous pas de Patrice Laffont. Voilà, gros raciste Patrice Laffont. Et il faut le dire. Voilà, bon. Son spectacle, Je hais les jeunes, c'est un chef-d'œuvre. Ah mais il y a carrément un spectacle! Mais en effet, alors il va falloir regarder ça. Je suis sûr que c'est merveilleux. Donc, merci Rufio. Ils font comme tout le monde, ils se disent on va profiter de cette ferveur populaire, ils font comme Macron. Pour pas apparaître que sous un mauvais jour, on va essayer d'apparaître positivement en étant là. Oui, on est avec vous, on est avec tout le monde. On intègre un peu la banalité de la vie collective, si tu veux, à travers des trucs aussi anodins que ça. On se dédiabolise en fait.
Les Jeux Olympiques avaient pourtant commencé par la cérémonie d'ouverture orchestrée par Thomas Joly, qui se voulait inclusive et irrévérencieuse aux grandes dames de nombreux cadres du RN. Martine Le Pen. Martine Le Pen, ok. Marine. Putain, café. Voilà. Marine Le Pen et Jordan Bardella ont ostensiblement gardé le silence et évité de se joindre au concert des lamentations qui a duré plusieurs jours sur les plateaux de CNews, le second se contentant de partager la prestation de Céline Dion, à l'inverse de nombreux élus du parti. Ah, c'est intéressant ça aussi. Ils n'ont pas hurlé avec les loups pendant la cérémonie, enfin tous les autres oui, mais pas les deux chefs. Eh ben, on sait jamais. Mais oui, mais c'est pas con non plus. On sait jamais que dans leurs électeurs, il y en a qui qui pas vu le problème ni avec la scène, ni avec quoi que ce soit, qui ont juste kiffé Céline Dion, peut-être même Aya Nakamura. Allez, voilà, bon. Comment elle s'appelait l'autre avec son piano en feu? Je sais jamais si c'est Clara Luciani ou Juliette Armanet. Je les confonds. C'est laquelle qui ressemble à Alma Dufour? C'est laquelle qui a une frange? C'était Armanet avec le piano? D'accord, ok. Bon, bah voilà, y a peut-être des gens qui ont kiffé, donc du coup ils veulent pas se fâcher, ils veulent pas apparaître comme les ringards. Bon, proche conseiller de Marine Le Pen et député européen, fondateur d'une association des parlementaires contre le wokisme, Philippe Olivier s'est empressé de dénoncer un acte de militantisme davantage que de l'olympisme, tandis que Jean-Philippe Tanguy critiquait les provocateurs d'opérette et les wokistes subventionnés. Ancien directeur général du parti, devenu simple eurodéputé après l'échec relatif des élections législatives, Gilles Pénel a fait partie du cœur des critiques, aux côtés de la députée du Var, Laure Lavalette. Alors Laure Lavalette, c'est pas étonnant, on rappelle que son daron était au GUD, enfin on est vraiment sur un niveau de nazi assez élevé quand même chez elle, le naziomètre s'emballe, ou de l'élu des Bouches-du-Rhône, Franck Alizio, qui a déclaré sur X que s'ils avaient représenté Mahomet comme ils ont représenté le Christ, la France connaîtrait une énième épidémie d'attaques au couteau et une énième vague d'émeutes. Mais oh là là. Bon, voilà. Je vais rien dire. Députée de Seine-et-Marne, Béatrice Rouleau a eu honte devant cette volonté affichée de glorifier le wokisme et le transgenre, tandis que l'éditorialiste Guillaume Bigot, nouvellement élu, ah oui c'est un ancien de CNews lui, nouvellement élu à l'Assemblée nationale, regrettait qu'en Macronie, seule la négation de soi et le métissage forcé sont à célébrer. Le métissage forcé, on vous a forcé vous à vous métisser vous? Je connais des cas de métissage forcé, c'est je sais pas, les colons en situation coloniale qui vont violer des femmes, les femmes esclaves qui se faisaient abuser, ouais ça c'est des situations de métissage forcé j'ai envie de dire. Mais là non. Il y a 4 mois, il avait déjà rédigé, donc on parle de qui Ah non, porte-parole, donc là on était sur Guillaume Bigot. Porte-parole du parti et toujours partant pour aliment... Oh, on le finit ce café. Porte-parole du parti et toujours partant pour alimenter la polémique, Julien Audoux, là, évidemment, considérait que la prestation d'Aya Nakamura était un saccage pour la culture française. Franchement, alors que c'était cool. Il y a 4 mois, il avait rédigé une tribune pour s'insurger contre la possibilité que la chanteuse soit présente lors de la cérémonie d'ouverture. Mais mine de rien, c'est bien, elle a pas pris leur Zumba. Une fois la compétition lancée... En plus, il me semblait, parce qu'avec les Jeux Olympiques et tout, normalement, ils font les gars qui sont super contents. Quand il y a un quand il y a un sportif pas blanc qui remporte une médaille, ils sont contents. Ils font, voilà, ça c'est la France, c'est qu'on envoie nos noirs gagner des médailles, c'est très bien. Mais alors si t'as une artiste pas blanche qui éclate tout le monde sur Spotify, ça marche pas. Je vois pas la nuance en fait, je comprends pas le... Il pourrait être content pareil et dire, bravo, ça c'est la France, machin. Non, parce que là ça touche à la culture peut-être, et que la culture c'est plus sacré que le sport, où là tu peux envoyer en fait des bêtes de somme, c'est pas grave, un petit peu comme c'était sous la ségrégation. Ah mais tu vois, sous la ségrégation aux États-Unis, ils allaient regarder des matchs de boxe de noirs, mais ils allaient aussi regarder du jazz, tu vois. Ah oui, mais c'était de la chanson pas noble. Le jazz, c'était du pas noble. Alors que des noirs qui faisaient du classique, ça c'était plus difficile. D'où le parcours de Nina Simon d'ailleurs aussi. Et du coup, parce que donc là, en gros, le simple fait qu'elle soit noire, Aya Nakamura venait rendre pas noble ce qui aurait dû être de l'ordre du noble sur le pont des Arts en face de l'Académie des Arts et des Lettres et je sais pas quoi. Et donc elle salissait la culture française en la mettant au niveau
du rap, de la musique urbaine, comme avait dit une fois le mec là sur Skyrock. Et voilà, non mais je comprends mieux, c'est bon. Je réfléchis en parlant, mais je comprends mieux pourquoi ça marche pas comme ça. Donc plusieurs fois annoncé et reporté. Alors attends, j'ai manqué une phrase là. Non, vous êtes d'accord avec mon analyse ou pas? Je pense surtout qu'elle clive par son style. Oui, non mais il faudrait réfléchir un peu plus que ça. Elle clive par son style, c'est pas une réflexion. Euh, Simon, en hommage à Simon Signoret. Non, Nina Simon. Ouais. Et puis les blancs ont volé le blues au noir. Académie des mecs blancs, femmes racisées. Oui, oui, non mais il y a un truc. Oui. Le jazz pas noble. Mais à l'époque, réfléchis 2 secondes. À l'époque, c'est des mecs qui sont. C'est des noirs héroïnomanes qui jouent de la musique dans des caves. Évidemment qu'à l'époque c'était pas noble. Vous êtes idiots, hein, des fois. Excusez-moi. Mais elle chante dans la langue de Molière. Mais oui, je suis vénère. Non, je suis pas vénère. En plus, je suis même pas vénère. Mais si, mais c'est idiot de dire le jazz c'est noble. Oh là, mais oui, maintenant oui. Bon, plusieurs fois annoncé et reporté la publication. Ah, j'ai encore raté la phrase. M'avait fait rater la phrase. Bon, trop souvent la politique sportive est vue par le prisme des tweets de félicitations. Tempête Alexandar Nikolic, député européen et référent sport du RN. Ah, c'est le référent sport du RN. Donc, lui, il pense que le sport mérite plus que ça, comme d'autres secteurs. Bah oui, mais apparemment, il n'y a rien dans votre programme. Comme d'autres secteurs, il faut des vraies idées sur le sport à l'école, le sport associatif. Bah oui, mais qui c'est qui a fait ça en France? C'est le Front Populaire, hein. C'est le Front Populaire, et puis c'est les communistes à la Libération qui ont fait une pratique populaire du sport, qui ont ouvert le sport, qui ont créé des infrastructures. Il y a eu une polémique là ces jours-ci. Enfin, une polémique, non. Mais sur le fait d'apprendre à nager ou pas aux gamins. J'ai vu une prof qui était là, c'est bon, c'est pas à nous de les apprendre à nager. Bah si, selon les textes de loi, justement grâce à la gauche, c'est aussi à l'éducation nationale d'apprendre aux enfants à nager. Alors j'ai vu un crétin répondre: oh, ça leur servira à rien si chez eux il n'y a pas de piscine et qu'ils habitent pas au bord de la mer. S'ils sont en Seine-Saint-Denis, c'est bon, ils ont pas besoin de savoir nager. Mais abrutis, ils peuvent tomber dans un canal. En fait, c'est pas juste pour le loisir. Alors vous, nager, c'est pour le loisir peut-être, mais s'ils tombent dans n'importe où, dans la Seine ou je sais pas quoi, comme cette pauvre Amélie Oudéa Castéra, ou ces athlètes là qu'on a mis dedans. Donc vraiment, là pour l'instant, il y a une obligation légale pour l'État d'apprendre à nager aux enfants, et c'est très bien. Et c'est très bien. Alors il y en a qui disent: ah, c'est la famille qui devrait. Bah oui, mais si la famille le fait pas, c'est très bien qu'on apprenne aux enfants à nager, quoi. Et bah ça c'est. Et le problème, c'est qu'on manque. On avait fait un stream où on avait lu un long article du Monde Diplo sur l'histoire justement du déploiement des infrastructures de piscines partout en France. Il a fallu vraiment de la volonté politique, et aujourd'hui on manque. Il y a des régions, évidemment, la Seine-Saint-Denis, vous en doutez, il y a des régions où on manque complètement d'infrastructures. Donc l'obligation, elle existe dans les textes. Dans les écoles, on est censé vous emmener vos gamins apprendre à nager, mais il y en a qui tout simplement ne peuvent pas le faire parce qu'il n'y a pas de piscine. Voilà où on en est de ça. Et ça, c'est une politique. C'est pour ça, on parlait de ça parce que le RN, le gars du RN, là, Alexandar Nikoli, qui dit oui, on n'a pas de vraies idées. Il nous faut des vraies idées sur le sport à l'école et le sport associatif. Bah oui, mais bon, c'est la gauche qui va arriver avec ça, je pense. Hein. Laissez le Front Populaire passer, vous aurez des super idées. Plusieurs fois annoncé et reporté, la publication des 24 mesures du RN pour le sport sur lesquelles a planché l'eurodéputé est censée être pour bientôt, assure-t-il à Mediapart, avant de se réjouir de la banalisation du RN dans le monde du sport. Aujourd'hui, des dialogues sont possibles. Pour les élections, le Comité national olympique et sportif français, le CNOSF, a refusé de se positionner contre nous. Oui, certains footballeurs, certains sportifs et anciens sportifs se sont positionnés contre nous, c'est vrai, mais il n'y a pas eu de vrai mouvement de rejet. Il n'y a pas eu le même mouvement de rejet que dans le passé, en tout cas, se félicite-t-il. Les élus du RN ont un attrait tout particulier pour les nombreux concurrents membres des forces armées. J'ai vu un article là-dessus passer. Beaucoup de nos athlètes qu'on envoie là-bas viennent de l'armée, y compris le frère Manodou. Hein. Le frère Manodou, il est dans l'armée, apparemment. Mais en même temps, si t'es sportif et que tu dis, moi, mon métier, je veux qu'il soit en rapport avec... Alors, t'as coach fitness... T'as, prof de sport, c'est chaud, faut aller à la fac et tout, donc... non, mais si vraiment ton capital, c'est que t'aimes le sport et que t'es gaulé et que tu peux pas aller à la fac, je sais pas, tu peux être pompier, tu peux un peu flic ou je sais pas quoi, mais militaire, c'est pas mal quand même. Hein. Militaire, c'est pas mal, puis il y a beaucoup d'avantages, bon...
Donc évidemment, du coup, il y a beaucoup d'athlètes qui... C'est pas juste que l'armée produit des athlètes, c'est qu'il y a beaucoup d'athlètes qui rentrent dans l'armée. Un poste du ministère de l'Armée comptabilisant... Du ministère des Armées comptabilisant au 3 août 12 médailles françaises remportées par des sportives et sportifs appartenant à ce que l'institution appelle l'armée des champions a été abondamment partagé par les élus du RN. L'armée des champions. Syndicaliste policier devenu eurodéputé, Mathieu Vallée, ah oui, c'est cet abruti là qui est toujours sur BFM, toujours sur CNews. Mathieu Vallée adore les JO et les forces de l'ordre. Et tiens à ce qu'on le sache. Il n'hésite pas à se faire filmer dans son salon, célébrant la médaille de bronze du pongiste Félix Lebrun. Alors là, je suis désolé, on va cliquer. On va regarder cette vidéo. Attendez, hop, je remets le son. Et vous allez voir, est-ce qu'il en fait trop ou est-ce qu'il en fait pas trop? Vous allez me dire. Hein. Ils sont gentils, ils disent se faire filmer. Pour moi, il a posé le truc. Et enfin, c'est vraiment complètement staged. Il a posé le truc. Personne est en train de le filmer. Là, vous voyez bien, ça bouge pas. Le truc est calé. Ce moment de gêne. Et qu'est-ce que tu fais une fois que t'as fait ouais, comme ça, ouais. Et puis il y avait peut-être sa femme qui faisait la sieste, donc il est pas parti sur des ouais. Mais l'ambiance est pas folle. Hein. Il est tout seul. Il a un verre d'eau. Et il se filme tout seul en train d'applaudir, quoi. Voilà, tu peux le récupérer ton téléphone, abruti. Bon, bah c'était malaise, hein. Non, se faire filmer, il se fait pas filmer, il s'auto-filme. Il s'auto-filme dans son salon, en train de célébrer la médaille, oui, voilà. Et il n'oublie jamais de féliciter les policiers et les gendarmes qui disputent des épreuves, de la coureuse de demi-fond Anaïs Bourgoin, une flic en or, à la sabreuse Manon Apiti-Brunet, à laquelle il adresse toutes ses félicitations, en rappelant que cette gendarme est marraine du 1er régiment d'infanterie de la garde républicaine, en passant par Camille Jedrzejewski, policière médaillée de bronze en tir sportif qui fait honneur à l'uniforme. Les représentants du RN n'oublient pas non plus de s'engouffrer dans les polémiques qui peuvent agiter les réseaux d'extrême droite pour occuper le terrain médiatique pendant tout l'été. La volonté de la Commission européenne de comptabiliser les médailles de l'Union européenne a ainsi été accueillie par les critiques de plusieurs eurodéputés, à l'image de Mathilde Androuet, qui a tenu à rappeler qu'il n'y a pas de nation européenne. Donc d'accord. Et alors, elle a fait quoi? Elle a fait un tweet, elle a parlé ou non? Il n'y a pas de nation européenne, il n'y a pas d'athlètes sous pavillon européen, il n'y a donc pas de médaille européenne. Bon, d'accord, pourquoi pas. Une position qui rappelle celle de Marine Le Pen, qui a assuré lors de l'élection présidentielle en 2017 aimer le sport qui, face à une mondialisation qui efface les identités nationales, est un des moyens efficaces pour ressouder la nation française. Voilà, j'ai pas mieux en Le Pen. Sans surprise, la campagne de harcèlement subie par la boxeuse algérienne Imad Khelif, accusée de ne pas être une vraie femme, a été alimentée par plusieurs élus d'extrême droite. Alors ça, évidemment, non seulement elle est algérienne, mais en plus, s'il s'imagine que les transvestigations, ça s'appelle, j'ai découvert le terme là il y a pas longtemps. Et j'ai découvert qu'il y a des gens, c'est leur full-time job. Hein. Ils sont là, toute l'année, ils regardent, ils essaient de dégoter qui est pas une vraie femme et tout. Enfin, il y a les comment on appelle ça, vous savez, les zinzins comme Dora Muto, Marguerite Stern et tout. C'est devenu un hobby de zoomer sur des culottes, sur des glottes et tout. Donc bon là, ils s'en sont donnés à cœur joie évidemment. Évidemment, l'abruti en chef, Julien Audoul, hein, porte-parole du parti. Ils l'ont foutu porte-parole hein, quand même. Hein. Ils l'ont foutu porte-parole. Oui, les TERF, mais non, mais TERF, le terme est contesté maintenant, à raison, je trouve, parce qu'il n'y a plus rien de féministe. Hein. Maintenant, c'est des nazis. Hein. Il n'y a plus de F, le F veut plus rien dire dans TERF. Tandis que le député Antoine Villedieu... Alors attendez, qu'est-ce qu'il a dit, Julien Audoul? Julien Audoul, il a dénoncé l'intégration d'athlètes hommes transgenres dans les compétitions sportives féminines, tandis que le député Antoine Villedieu affirmait que les hommes n'ont pas leur place dans le sport féminin. Oui, d'accord. Une illustration de la panique morale autour de l'impossibilité de définir ce qu'est une vraie femme autorisée à concourir, décrite par la sociologue Anaïs Beauhoulon dans les colonnes de Mediapart. Donc on vous renvoie évidemment à cet article. Si ces problématiques de genre autour de Imad Khelif, qui a gagné la médaille d'or d'ailleurs, hein, ces femmes créent la polémique car elles contreviennent au fantasme sur le genre. On voudrait qu'elles soient fortes à la boxe mais pas musclées, tu vois, c'est assez bizarre.
Et oui, il y en a qui disaient, ben, faut pas s'étonner, oui, les basketteuses elles sont grandes, oui, celles qui font du lancer de poids elles ont des grosses épaules, et celles qui font de la boxe, bah elles sont balèzes, c'est tout. Mais ça contrevient. Mais c'est pour ça que les femmes avaient pas non plus le droit. En fait, on est toujours sur la vraie problématique, c'est est-ce que les femmes ont le droit de faire du sport. Oui, mais faut qu'elles gardent la féminité quand même, sinon on est perdus, nous. Il est en revanche un domaine qui ravit le RN, l'hypersécurisation des Jeux Olympiques. Alors ça, on en avait parlé dans l'avant-dernier stream, auquel je vous renvoie. Il est disponible sur YouTube, déjà celui-là. Pendant toute la première partie, on avait regardé les reportages des JT de France 2 sur la sécurisation des JO et l'enthousiasme que ça suscitait dans le commentaire des journalistes qui étaient là, waouh, super sécurisé, super bien. Et donc hyper sécurisation. Et alors, le JT de France 2 a trouvé ça très bien, mais le RN aussi trouve ça très très bien, avec une forte présence policière, un nettoyage social de la capitale. Si Jean-Philippe Tanguy regrettait sur Sud Radio quelques jours avant l'ouverture des JO que Paris soit devenu une espèce de prison à ciel ouvert où l'on ne peut plus circuler, d'autres se réjouissent de l'ambiance de la quinzaine olympique. Donc, depuis le début des JO de Paris 2024, l'insécurité dans la capitale a drastiquement diminué. Plus de policiers et de gendarmes égale tranquillité publique et sérénité retrouvée. C'est ce que nous proposons au RN. Écrivait sur X la députée de Haute-Marne, Laurence Robert Dehaut, qui parle comme ça, donc faudrait le transvestiguer aussi, c'est très bizarre, partageant un visuel du parti remerciant les forces de l'ordre. Le Paris olympique est sécurisé, il n'y a plus ni pickpocket, ni vendeur à la sauvette. Une circulaire a organisé l'évacuation temporaire des migrants et de leur campement. La ferveur nationale s'exprime partout et les habitants sont contents. Affirmait pour sa part l'élu de la Somme, Mathias Renaud. Et gare à ceux qui sont pas contents. On est d'accord ? Parce qu'un pays qui file droit, c'est un pays où on est content. Et où on regarde les JO. S'il vous plaît. J'ai l'impression que le programme du RN est beaucoup appliqué pendant ces JO. Résume Alexandar Nikolic. Ou Nikolic, Ah, je pense que moi je serais lui, je demanderais à ce qu'on le prononce Nikolic, parce que qui est colique. Parce que ni colique ni diarrhée, c'est pas terrible. Nikolic, bon bref, non, c'est la même chose. Nikolic, bon bref. Il y a une forte présence policière, moins de vols à la sauvette, de pickpocket. Ouais, alors ça vous, les vols à la sauvette, les pickpockets, les vendeurs à la sauvette surtout, ça vous traumatise. Des vendeurs de produits illicites dans les rues de Paris. Alors vous en faites pas, les produits illicites, il y en a quand même. J'ai vu qu'il y avait un athlète qui s'était fait choper avec 1 gramme de coke. J'ai vu qu'il y avait... ouais, vous pensez que... Déjà, tu imagines déjà ce qu'ils prennent tout le reste du temps, ces athlètes-là. Alors tu penses bien qu'il y a 1 gramme de coke. Et il doit avoir une résistance. Je pense que quand t'es costaud comme ça, les drogues, ça te déglingue moins. Enfin, j'en sais rien du tout. Joe le médecin. Absolument, on improvise, je sais pas. Je me dis si t'es costaud et que tu... Bon, bref. Et une cohésion nationale, une valorisation du drapeau. Bon, ils sont contents. Oui, ces JO ressemblent beaucoup à la France qu'on voudrait. Ça, c'est terrible parce que, en effet, le programme tout sécuritaire, les flics... Ah, ils disent non dans le chat. Ah bah, je sais pas, moi, vous savez, muscle égale drogue. Plus de muscle égale moins de drogue. Le tout bip du dimanche. Bah oui, je sais pas. Faudrait demander à Snoop. Oui, il y aura Snoop apparemment ce soir à la cérémonie de clôture. Ça peut. J'en sais rien, moi. Le chat de drogué. Est-ce qu'il y en a qui sont à la fois un peu schlag, un peu drogue dans le chat, mais qui font aussi beaucoup de sport? J'ai l'impression que ça s'annule. Sinon, rien ne vous fait rien du coup. C'est-à-dire, à la fois tu fais pas beaucoup de sport et à la fois parce que t'as pas la motive, t'es en redescente. Et à la fois, bon bah... Non, vous pouvez pas me dire. On n'a pas beaucoup de sport, je ne supporte pas l'alcool. Ah, l'alcool, je pense que c'est particulier. Oh, bah remarque, tu me diras toutes les autres drogues aussi, ça doit être un peu pareil. Ça dépend de ce que tu prends. Hein, les sportifs, moi je suis sûr que je vous bats à l'alcool. Waouh, génial. Waouh, le beau projet de vie. Bon, ça on a vu, on va passer à Anne Hidalgo. Anne Hidalgo. Donc Madame Dalgo et ses Jeux Olympiques, elle a dit... Ce n'est pas complètement foutu, on peut être ensemble et être heureux ensemble. Bon, bah, très bien. Pourquoi? Tu en doutais, Anne Hidalgo? Tu parles de avec qui, en fait, Anne Hidalgo, déjà? Tu parles de avec les fachos? Tu veux être heureuse avec les fachos? Ou tu veux dire avec ceux que... la diversité, enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est ça que tu veux dire? Pourquoi on pourrait pas?
Ah, peut-être qu'elle répond à l'extrême droite en disant ça. Bon, bref, là, mais elle dit c'est pas complètement foutu. C'est peut-être un peu foutu, mais pas complètement. Moi, je la sens, Anne Hidalgo, je la sens pas. Je la sens pas. Sur ces questions-là, Anne Hidalgo, à mon avis, c'est même pas à mon avis, c'est que. Hein, Madame Dalgo. Moi, je la soupçonne déjà, hein, quand elle avait dit oui, on va refaire faire la gauche laïque, hein. J'ai bien dit laïque. C'est un, ouais, hein, elle est un peu comme ça, hein. Elle est un peu printemps républicain et tout, machin. Ouais, ouais, ouais. C'est pas tant l'idée d'être bronzé, hein, c'est faut aimer la République et pas être trop musulman surtout, je pense. Je pense que c'est vraiment ça. Parce que sinon c'est super la diversité. Qui c'est qui avait dit un truc avec Jamel ou je sais pas quoi là qui avait cité que des gens nés en France c'était pas elle justement. Non, c'était quelqu'un d'autre. C'était Delga. Je crois que c'était Delga. Elle avait cité Yannick Noah, non, je sais plus. Je sais plus. Ah non, c'était Mbappé, oui, voilà, c'était un sportif. Bon, bon, bref. Donc la mère socialiste. Donc là, il y a un long article du Monde. Parce que c'est vrai on a beaucoup vu Macron. Macron qui intéresse beaucoup de gens, parce qu'il tripote tout le monde, il est à fond. Mais elle devient quoi, Annie, pendant ce temps-là? Je nomme... pardon. Elle devient quoi, Madame Dalgo? Donc la mère socialiste exprime auprès du Monde sa joie depuis qu'elle s'est baignée dans la Seine, d'ailleurs. Hein? Macron, il fait la gueule? Non, mais Macron, il prend toute la place, et il n'y a plus de place pour Annie. Terrible, ça. Alors elle a dit que Jamel Debbouze n'était pas né en France, alors qu'il était présent, et il a répondu. Ah, oui. Parce qu'il est né en France. Ça tripote, ça tripote. Ah oui, Macron, il tripote, oui. Hidalgo était au marathon pour tous. Parce qu'il y a les marathons pour tous et les marathons pas pour tout le monde. Ou c'était un truc LGBT machin. Ah non, ah oui, c'est l'épreuve ouverte aux gens qui sont pas des champions olympiques, c'était ça, non? On m'avait expliqué qu'il y avait un truc comme ça. Bon, bref. Mais marathon pour tous, tu sais, tu peux t'imaginer que des Versaillais avec des. Oh, c'est le marathon pour tous. Paris, la ville lumière, semblait s'être éteinte, tant les discours critiques sur la capitale l'ont emporté. Je vais le lire un peu vite parce que l'article est long, donc on va essayer de tracer un peu. Puis en plus, ça rapprochera la pause clope. Paris, la ville lumière, semblait s'être éteinte, tant les discours critiques sur la capitale l'ont emporté ces dernières années. De la saleté au transport en commun, en passant par le stationnement, l'insécurité, la culture ou les projets architecturaux, la mère socialiste Anne Hidalgo en a pris pour son grade, pas vraiment aidée, il est vrai, par sa méthode de management, sa difficulté à admettre les critiques et son échec cuisant lors de l'élection présidentielle de 2022, et ces petits salopios du Monde rappellent le score exact, 1,74% des voix, c'est pas beaucoup. Après le succès des Jeux Olympiques, les JO de Paris, donc c'est bien une convention de la presse, c'est-à-dire tu mets pas une abréviation si t'as pas d'abord mis une fois le mot en entier. L'élu tient une revanche qui lui... Après le succès des JO de Paris, avec le succès... Oh là là. Non, j'ai plus de café. Avec le succès des JO de Paris, l'élu tient une revanche qui n'est pas seulement personnelle, mais profondément politique. Devant les athlètes ukrainiens réunis à l'hôtel de ville jeudi 1er août, elle prononce un vibrant Salva Ukraini, gloire à l'Ukraine, au nom de l'esprit de l'olympisme et de la défense de la démocratie. Oui, ça c'est les pays où on a le droit. Voilà, Palestine on n'a pas le droit, il y a une délégation palestinienne, mais si vous faites ça devant la mairie de Paris, vous finissez en garde à vue. Vous avez été acclamé par le peuple de Paris et le peuple de France, leur déclare-t-elle. Ouais, alors le peuple de Paris, enfin bon, bref. Dans les gradins du parc des expos de la porte de Versailles ou sur la place de la Concorde, elle observe avec délectation cette joie qui a saisi les Français. Les Parisiens, tu veux dire. Dans son immense bureau de maire, elle exprime une fierté, des colères, un soulagement et plusieurs messages politiques. Donc ils sont allés, les journalistes, là j'ai pas donné les noms des journalistes, honte à moi. Il y en a qu'un, c'est Luc Bronner. Mais Luc Bronner, il était enthousiaste, de mémoire. Hein. De mémoire, Luc Bronner, c'était de ceux qui nous ont fait, pendant 2 ans avant la présidentielle de 2022, des articles sur Hidalgo, elle va peut-être y aller, ses conseillers, machin, faire monter la mayonnaise. Il y a peut-être une envie d'autre chose que Mélenchon, Hidalgo, machin, tout ça. Mais bon, ils en sont peut-être un peu revenus, tu me diras. Hein. Bah ouais, Paris, ça a l'air d'être mieux sans les Parisiens. Il y a pas à chier.
Anne Hidalgo sort incontestablement regonflée par cette immense séquence publicitaire à l'échelle planétaire pour la ville que l'ancienne inspectrice du travail dirige depuis 2014. Quand il y a un ressenti partagé de fraternité, de sororité, d'humanisme, qui fait qu'on se sent bien, nous les Parisiens, nous les Français, on est fiers, clame l'élu. Il se produit quelque chose d'incroyablement positif et même de bonnes nouvelles, je trouve, pour l'humanité, parce qu'il y a une connexion qui se fait entre les gens sur quelque chose d'incroyablement positif et même de bonnes nouvelles, je trouve, pour l'humanité. Mais attends, je viens de lire des trucs en boucle. Mais je suis déjà fatigué. C'est la chaleur, on va dire. C'est pas complètement foutu. Donc les gens se disent, c'est pas complètement foutu. On peut être ensemble et être heureux ensemble. On peut prendre plaisir à rencontrer des gens tellement différents de soi. Avec cette conviction, le message de l'extrême droite, il est écrabouillé par ces jeux et par la cérémonie d'ouverture. Écrabouillé, elle a quand même sorti le mot écrabouillé, hein. Pas mal. Non, je la fais pas comme Glucksmann. C'est la voix de Sandrine Rousseau dans Les Marioles. Mais non, attendez, on va essayer de perfectionner cette imitation parce que on va écouter un discours d'Anne Hidalgo. Ça va pas là. Ça va pas. Comment elle parle? C'est vrai, non mais je fais des trucs de tête. Anne Hidalgo, où est-ce que tu parles? À RFI, tiens, il y a 4 jours. Voilà, qu'est-ce qu'elle dit? Notre grande invitée du jour sur RFI est la maire de Paris. Bonjour Anne Hidalgo. Bonjour à vous. On entend des reportages sur l'escalade. Je crois que vous avez la chance de pouvoir voir quelques épreuves aujourd'hui. Absolument, je vais aller voir tout à l'heure. C'est à 12h30 les femmes et notamment en vitesse, hein, parce que j'ai pu voir dès l'ouverture de la compétition d'escalade. Les blocs et les hommes sur les blocs. C'est vraiment chiant quand elle parle, mais c'est terrible quoi. Moi je me souviens quand on l'avait eu en plateau à Backseat. J'étais là, c'est chiant quand elle parle. T'as même pas envie de lui poser une question parce que tu dis elle va répondre. Elle va répondre donc elle va reparler et ça va être chiant. Et c'est terrible parce que moi du coup ça m'agaçait. Et je devenais désagréable. Donc c'était là où elle était sortie. Non, Ségolène Royal, Ségolène Royal, elle parle beaucoup mieux. Elle a plus de. Non, Anne Hidalgo, c'est plus pénible, beaucoup d'hésitation, machin. Et je te jure, déjà, ce qu'elle disait, ça me plaisait pas. D'une part, évidemment, Parti socialiste, plutôt l'aile droite. D'ailleurs, on l'a dit dans le dernier stream, il est question qu'elle rejoigne, pourquoi pas, Place Publique. Parce que le PS qui se fait gouverner par Jean-Luc Mélenchon, ça va pas quoi, ça va pas. C'est la méta PS en même temps. Non mais c'est pas des hésitations, c'est des virgules. Toi désagréable avec une sauce d'aime, étonnant. Mais oui, mais je sais pas. Donc elle avait pas aimé l'interview apparemment. Elle était ressortie en disant et ça se prend pour des journalistes politiques. Elle nous avait même pas dit au revoir et tout. Elle était vraiment partie, tac. Voilà, ça c'était je sais pas si on l'aura une autre fois du coup, Madame Dalgo. Mais voilà, non, elle est pénible quand elle parle. Elle est fatigante, je trouve. Oh là là, je me perds. Bon, c'est pas grave. Je continue à faire Anne Hidalgo comme j'avais prévu de faire Anne Hidalgo. Donc le message de l'extrême droite, il est écrabouillé par ces jeux et par la cérémonie d'ouverture. On en était là. La mère revient de loin, elle ne le dissimule pas vraiment, hein, au long des 2 entretiens accordés. D'accord, donc ils ont eu Luc Brunner a eu 2 entretiens avec Anne Hidalgo. Très bien. La chance, Luc Brunner. Le doute, alors est-ce qu'elle a douté? À force de se prendre nous-mêmes et de s'envoyer nous-mêmes des sauts, elle s'interrompt. Je vais pas dire le mot. Des sauts, elle reprend. Des sauts de choses négatives sur la figure. C'est génial parce que l'interview retranscrit le chiant sur papier. C'est extraordinaire. Elle s'interrompt, elle reprend. Mais oui, elle a pas voulu dire merde. Mais bon, mais c'est super drôle par contre. Hein. Mais les 11 premiers jours des JO ont été salués presque unanimement, en France comme à l'étranger, pour l'ambition de la cérémonie d'ouverture et le fait d'avoir placé les Jeux au cœur de la ville. On a réussi cela, on ne s'en croyait pas capable, surtout après des années de bashing pour moi,
des années de destruction, à la fois d'une image positive de Paris, de ce qu'on est ensemble, des Français, de ce peuple très particulier qui est toujours regardé avec étonnement et un peu d'admiration de l'étranger. Oh là 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 là. Elle croit qu'on nous admire. Elle croit qu'on nous admire. Faut arrêter les Français avec ça. Hein. De croire qu'on nous admire à l'étranger. Mais vous fumez, madame. Anne Hidalgo voit dans les critiques... Oui, non, mais je veux dire, les gens, ils aiment bien Paris. Mais ils aiment pas les Français. Les gens, ils aiment bien tel ou tel artiste, tel ou tel... Mais vous savez qu'on n'a pas laissé que des bons souvenirs dans le monde, ou vous le savez pas? Je sais pas. Vous savez que notre attitude, là, par exemple, avec Israël, le fait qu'on continue d'envoyer des armes et tout, c'est pas très bien vu par beaucoup de pays du monde, quand même. Vous le savez? Arrêtez de croire que... En Afrique, on nous... Ben voilà, en Afrique, les Russes, quand ils arrivent, il suffit qu'ils disent « Ouais, les Français, c'est des colons et tout, regardez, ils continuent. » Et les autres font « Ah, mais grave, vous avez raison. » Et ils se donnent... ils tombent dans les bras des Russes. Il suffit juste de leur dire « Les Français, c'est des connards. » Ils font « Bah oui, bah on sait, bah oui. Qu'est-ce que vous proposez, du coup ?» Et puis voilà. Mais, ouais, bon. Mais bon, c'est Anne Hidalgo, hein. Oui, non mais voilà, oui. Bon, Anne Hidalgo voit dans les critiques contre Paris et contre elle-même un travail de sape de la planète réactionnaire et d'extrême droite, entrepris depuis des années. Il y a à la fois de l'admiration pour cette ville incroyable, que pas grand monde ne comprend, et en même temps l'orchestration d'une détestation de Paris. Pourquoi ? Parce que Paris, c'est la ville de toutes les libertés, la ville refuge des LGBTQI+, la ville où on vit ensemble, une ville où il y a une femme mère, de gauche, en plus d'origine étrangère et binationale, et en plus féministe et écologiste. Ah mais oui. C'est hyper... Je me rendais plus trop compte que Paris c'était woke à ce point que Anne Hidalgo c'était le wokisme incarné. Je me rendais plus compte de ça. C'est l'islamophobie et le fait d'être si proche d'LVMH, tout ça. Hein, on vous renvoie à... Il y a un article sur Mediapart, je l'ai vu passer tout à l'heure, sur LVMH qui est vraiment dans les petits papiers de la mairie de Paris. Voilà, bon. À force d'être à ce point de droite et à ce point islamophobe, on oublie à quel point, en fait, au fond de son cœur, elle est woke et elle représente une espèce d'avant-garde, en fait, la camarade Hidalgo. Donc, très bien, j'avais oublié, mais c'est gentil de le rappeler. Elle y revient plus tard encore dans la discussion, un peu taquin, hein, Luc Brunner, quand même, en adressant un premier diagnostic au-delà de sa commune. Il faut leur dire aux Français, il y a des constructions dont il faut se méfier. Des constructions qui veulent vous pousser à haïr, à détester quelque chose. Méfiez-vous parce que derrière ça, il y a une idée, il y a une idéologie, il y a une volonté de détruire notre fraternité et notre humanisme. Paris est le symbole de l'humanisme. C'est la ville des droits humains et c'est ça que beaucoup ont voulu détruire en s'attaquant à nous. Et c'est un processus long, ça fait 10 ans que ça dure. Un silence. Oh, elle devient rock'n'roll. Putain, alors c'est malaise. Écoute. Fuck au réac. Fuck à cette extrême droite. Fuck à tous ceux qui voudraient nous enfermer dans la guerre du tous contre tous. Le pic de cringe. On dirait, ça me fait penser à Elon Musk. Fuck the advertiser. Et vous l'avez vu cet extrait où l'autre lui dit, il y en a qui veulent plus... Il y en a qui veulent plus faire de pub du coup sur X, et lui il est là, fuck. Et personne réagit. Il est là, il cherche une validation dans le public avec l'animateur, et il le répète en parlant sur l'animateur, il redit fuck the advertiser. Là le public rigole un peu parce qu'il y a un effet de répétition. Mais comment ils essaient d'être rock'n'roll quoi. Fuck, moi je dis fuck à cette extrême droite. T'es pas obligé de dire fuck. Tout à l'heure elle voulait pas dire merde. Et maintenant, elle veut dire fuck. Mais elle est complètement folle, hein. c'est une punk, en fait, Anne Hidalgo. Mais ça dépend des moments de la journée. Ça dépend quand tu la... Ça dépend sur quoi tu la lances, en fait. C'est incroyable. Son conseiller en communication s'étrangle un peu. Oh, putain. Anne Hidalgo continue. Son conseiller en communication. Elle est aussi dingo que son nom le laissait présager. L'héritière de Bertrand Delanoë, donc son conseiller en communication qui n'en peut plus, qui est à côté, qui est là.
pourquoi elle est partie là-dessus ? Pourquoi elle part sur fuck ? L'héritière de Bertrand Delanoë donc croit reconnaître une mécanique bien huilée dans les critiques subies, mais en même temps, tu vois, je la comprends parce que c'est vrai que à Paris, je sais plus, j'avais vu un short sur Insta de quelqu'un qui disait à Paris, il y a un mot que vous devez apprendre, que tous les Français disent 10 fois par jour, c'est Hidalgo. Si vous avez pas, donc c'est quand un truc va pas bien dans la journée, n'importe quoi, vous dites Hidalgo. Voilà. Ce qui est pas exactement vrai parce qu'il y a tous les transports où tu peux dire Pécresse et c'est quand même beaucoup les transports le problème aussi. Mais voilà, il y a un camion mal garé, c'est Hidalgo. Donc, je comprends qu'elle en ait ras le cul. Et qu'à un moment, elle se dise allez, merde, avec ce que je me prends dans la gueule toute l'année, j'ai le droit de péter un peu les câbles là. Hein, j'ai le droit de relâcher la tension et de m'emporter un peu. Fuck tout le monde. Donc, quelque part, je comprends, tu vois, parce que quand t'es devenu à ce point. Une interjection, tu vois, dans la phrase. Hidalgo. Tous ces populaires. Et puis moi, j'aime pas quand le. Moi, j'ai le droit Moi, j'ai le droit d'être taquin avec Hidalgo, mais quand c'est l'extrême droite, j'aime pas. Voilà, je vous le dis. Hein. Parce que c'est comme ça. Je défendrai Anne Hidalgo contre l'extrême droite. Mais pas contre vous. Vous avez le droit. Vous avez le droit de trouver des trucs. Voilà, c'est comme la maman, c'est comme la famille. Voilà. Tous les populistes d'extrême droite, mais surtout ils l'attaquent pas sur la même chose. Nous, on va dire qu'elle est cringe, qu'elle est islamophobe. Enfin, on a des raisons politiques, si tu veux, qui sont pas les mêmes que eux. Pour eux, justement, le point commun entre Anne Hidalgo et l'extrême droite, c'est qu'ils croient qu'Anne Hidalgo c'est le wokisme. Et ça, c'est un point commun entre eux. Finalement, hein. Donc elle parle elle continue sur l'extrême droite. Tous les populistes d'extrême droite, libéraux ou d'extrême gauche, c'est nous, entrent par la même porte, abîmer, détruire une image, appuyer sur le petit fait ou le fait réel qui fait qu'on va amplifier le message négatif qui va tourner. J'adore le fait qu'ils aient gardé la répétition qui est chiante en elle-même. Tu sens que c'est quelqu'un de tourner. C'est énervant, même à l'écrit. Donc, comme beaucoup d'élus, elle a lu Les Ingénieurs du Chaos de Giuliano d'Ampoli. Je l'ai pas lu, moi. Une analyse des mécaniques à l'œuvre dans le populisme, en particulier sur les réseaux sociaux. Elle s'est aussi imprégnée des travaux de l'historien et sociologue Pierre Rosanvallon, ça on connaît, sur les émotions, les ressentis de l'opinion, et dont le phrasé compliqué s'adapte si mal aux chaînes d'infos ou aux extraits des réseaux sociaux. C'est elle, ça y est, voilà. Elle, Anne Hidalgo, Anne Hidalgo, dont le phrasé compliqué s'adapte si mal aux chaînes d'information ou aux extraits des réseaux sociaux, s'est d'ailleurs mise à l'écriture d'un livre. On sait qu'une information négative tourne beaucoup plus vite qu'une information positive, qu'elle est beaucoup plus relayée et que, bien sûr, les algorithmes, les réseaux sociaux les propagent, les amplifient. Un autre silence. Tout le discours du saccage Paris, il y a quelques années, dont on comprend comment il est repris aujourd'hui par l'extrême droite, ce mot-là nous a été jeté à la figure comme s'il y avait une réalité, comme si notre travail, à mon équipe et à moi, depuis 10 ans, c'était la destruction de la ville. Ils ont réussi à abîmer pendant des années l'image de Paris, l'image de mon équipe et mon image. Elle a raison, hein. Là, on a le bon rythme ou pas ? Mais vous avez vu, le journaliste se fout vraiment de sa gueule. Hein. Un autre silence. C'est... Pouf ! Waouh ! Voilà pour le passé. Mais après, elle a raison. Elle a raison. C'est-à-dire le bashing Hidalgo est sans commune mesure avec le bashing de nombreux autres élus locaux qui le mériteraient tout autant. Voilà. Et il y a de la misogynie là-dedans. Il y a évidemment de la haine de la gauche. Évidemment. Et puis il y a des fake news. Et puis il faut voir... Enfin bon, bref. Voilà pour le passé. Cette parenthèse enchantée pour la France et sa capitale. Anne Hidalgo voudrait lui donner une signification plus durable. Comment prolonger l'effet des JO ? Je pense qu'il ne faut pas chercher à prolonger le moment, on n'y arrivera pas. Il faut chercher à le comprendre et donc déconstruire ce qui était à l'œuvre avant, c'est-à-dire cette volonté de jeter l'humanité entière dans la guerre des uns contre les autres.
Ces mots visent d'abord l'extrême droite et la haine qu'elle propage. Elle tape dur aussi sur les lobbies de l'énergie fossile ou sur les milliardaires comme Elon Musk. Ouais, les lobbies de l'énergie fossile. Elle dit rien sur le LVMH, hein. Et les milliardaires comme Elon Musk qui, à ses yeux, cherchent à fragiliser les démocraties pour empêcher ou compliquer toute régulation de leur puissance. J'ai lu hier un article du Guardian sur une ministre du gouvernement travailliste anglais qui disait qu'elle... ça y est, là ils sont en campagne, vous avez vu que Musk est vraiment parti en campagne contre les Britanniques après, à la suite des émeutes racistes. Lui, il est évidemment du côté des racistes, hein, il dit que c'est de la faute de Keir Starmer, là, et compagnie. Il dit que c'est de la faute de la gauche et des immigrés, évidemment. Et donc, mais il a attaqué directement Keir Starmer. Comment il s'appelle déjà? Keir Starmer. C'est Starmer. Non, mais ça, c'est pas un accent anglais, par contre. Keir Starmer. Bon. Et donc, le gouvernement... Starmer, hein, c'est ça, ouais. Keir Starmer. Kiss ta mère. Eh ben, bravo. Non, pas Starter. Et le gouvernement là anglais du coup est parti en guerre contre Elon Musk en fait. Et il y a une ministre qui parlait au Guardian qui disait, elle incitait tout le monde à se désabonner. Elle disait elle s'est désabonnée quand il a pris le contrôle sur X, alors que c'était une tweetos addict, hein, elle le dit, elle était méga addict et tout. Mais il va falloir qu'on soit fort. et voilà, tiens, moi je vais le faire devant vous. Officiellement, je désinstalle l'appli. Voilà, je le fais tout de suite devant vos yeux ébahis. Comment on fait? Faut laisser appuyer dessus. Désinstaller, voilà. Hop, désinstaller. Et zou, c'est fait, il n'y a plus d'appli. Voilà. Allez, en soutien à nos camarades anglais, en soutien à Anne Hidalgo aussi. Elle a raison de taper sur Musk. Il va falloir taper sur Musk, hein. De toute façon, dans les années à venir, ce mec est un danger public. Et il va falloir boycotter son réseau social de merde, là. Vraiment de la merde. On va en parler juste après. Bon. Oui, je sais, j'ai toujours une énergie de boomer quand je clique sur des choses. Bon. Le message. Alors, elle a dit quoi? C'est quoi le message? Le message, bon, c'est qu'elle tape sur les gens, tout ça. Ouais, le message vaut aussi pour son camp politique. Alors, ça m'intéresse un peu plus. Qu'est-ce qu'elle a à dire sur nous? La gauche a quelque chose à raconter au monde et à la France, plaide-t-elle. Il faut essayer de comprendre ensemble comment on a une force collective qu'il ne faut pas abdiquer. Cette force collective, elle est bien sûr dans la manifestation, mais elle est aussi dans la célébration. Bon, ça veut tout dire et rien dire. Je veux dire, c'est déjà mieux. Elle dit que c'est bien la manifestation. Elle pourrait aussi dire que cette force, elle s'exprime trop dans les manifs. Bon, voilà, bon. Les jeux misaient gros sur la cérémonie d'ouverture imaginée le long d'un fleuve devenu baignable par la même occasion. Ça, on vous renvoie évidemment au papier de Mediapart qui ont publié les analyses qui n'ont pas été rendues publiques, les analyses des eaux de la Seine mélangées à du caca. Donc les jeux misaient gros sur la cérémonie d'ouverture imaginée le long d'un fleuve devenu baignable par la même occasion. Un autre héritage. Et oui, parce qu'ils ont prévu d'ouvrir des plages après pour les vrais gens quand ils auront continué Non, j'ai dit que je désinstallais Twitter, mais je le désinstalle juste de mon téléphone. Je peux y aller sur mon PC, je peux y aller dans mon navigateur de mon téléphone. Si j'ouvre le navigateur et que je fais twitter.com, juste j'ai plus l'appli, quoi. Ça m'évite le lançage de... Voilà. Donc la Seine devrait être baignable pour les Pékins lambda comme nous d'ici quelques temps. Pas tout de suite. Pour l'instant, c'est réservé aux athlètes à jour de vaccin. Hein. Et à Anne Hidalgo et Amélie Oudéa-Castéra, à jour de vaccin aussi, et avec un suivi médical renforcé. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ah oui, donc quand même, la Seine, le journaliste dit c'était un échec. Hein, le truc des eaux, là. Non, il parle de quoi? Il parle de la cérémonie d'ouverture. C'est pas un échec, la cérémonie d'ouverture. Bon, bah pour le journaliste, oui, il dit que bon, c'est un échec. Mais bon, moi je trouve que c'était pas un échec, ils sont fous, eux. Et le regard pessimiste l'aura probablement emporté sur les JO. Ah non. Putain, c'est que je sais pas lire les phrases. Il dit que si ça avait été un échec, et le regard pessimiste l'aurait probablement emporté sur les JO. Voilà. Bon. Je suis une humaniste, une social-démocrate, une démocrate, féministe, écologiste, européenne. T'as encore des énumérations. Je suis une femme, je suis de gauche, oui, d'accord. Thomas Joly,
metteur en scène de la cérémonie, a réussi à traduire quelque chose que les discours politiques n'arrivent plus à énoncer. Ces mots, dès que vous les prononcez, entre le moment où ils sortent de votre bouche et ils arrivent dans l'oreille de quelqu'un, ils vont être tellement déformés, tellement triturés, tellement déconstruits, tellement massacrés. Elle ne maîtrise pas l'art de l'allitération, c'est que quand ils arrivent dans l'oreille de la personne que vous voulez atteindre, ils n'ont plus de sens. La cérémonie a aussi permis de tenir un discours sur la culture, cet autre pilier fragilisé des discours de la gauche. Cette politique publique travaillée à droite et à l'extrême droite par la nostalgie, vous savez ce qu'on dit en matière de politique culturelle, la différence entre la gauche et la droite, c'est qu'à gauche on fait beaucoup d'aide à la création, on veut une culture vivante, voilà, et à droite on fait de l'aide au patrimoine. On veut les trucs anciens, on veut comme on a toujours fait, on veut, voilà. L'art, c'est ce qu'il y a déjà dans nos musées. L'art, c'est pas les babos, c'est pas les artistes, l'art. L'art, c'est les trucs déjà faits. Voilà. Ça, la grosse différence. Mais à gauche, normalement, non. Donc, il ne faut pas être écrasé par le poids historique du patrimoine. Ça, c'est de gauche de dire ça, parce que voilà, l'art, c'est le patrimoine pour la droite. Il faut prendre comme quelque chose qui est une force, qui nous oblige à penser l'avenir avec la même énergie, mais pas la même esthétique. Oui, il y a une partie de l'art qui va se faire contre les standards académiques qui emprisonnent. Ça ne veut pas dire qu'on efface, au contraire. Donc ça, moi je suis d'accord avec ça, vision extrêmement classique de la culture pour la gauche, surtout qu'on a une gauche française. On en a vite fait parler si vous aviez regardé les portraits qu'on avait fait sur Jack Lang, sur Philippe de Villiers, parce qu'on avait évoqué Jack Lang dedans, et la politique culturelle a été un vrai truc de la gauche au pouvoir. Quand ils pouvaient plus rien faire sur l'économie, ils ont vraiment balancé du pognon sur la politique culturelle, et alors même qu'ils faisaient le tournant de la rigueur, tous les ministères voyaient leur dotation baisser un peu, sauf le ministère de la culture. Donc avec toujours des aides à la création, de nouvelles disciplines qui rentrent dans le champ des disciplines, et des disciplines, je parle comme si c'était les JO, des arts tout simplement, des arts éligibles aux subventions publiques. Donc, bon, ça c'est très classique, insiste-t-elle en disant son admiration et sa reconnaissance pour le jeune metteur en scène qui a fait du bon boulot, on peut le dire, Thomas Joly. La mère ne dissimule pas son plaisir en contemplant la place de la Concorde, noire de monde, autour des sports urbains, ce lundi soir, après avoir regardé l'équipe de France de basket à 3. Dans la tribune, elle reprend à tue-tête le « Que je t'aime » de Johnny Hallyday, chanté par la foule. D'accord, ok, très bien. Mais c'est parce que tous les arts sont bien. Donc, à vous entendre, vous repartez en 2006 pour la prochaine élection municipale, on imagine que c'est le journaliste qui parle. Je ne parle pas de 2026, je dis 2006. Je ne parle pas de 2026. Je ne réponds pas à cette question. D'accord, ok. Elle y répond un peu quand même, nous dit Luc Brunner. Elle y répond un peu quand même, nous dit Luc Brunner, décrochant des flèches contre ses adversaires, les apparatchiks. Oh là là, est-ce que c'est pas pour Olivier Faure, ça, les apparatchiks ? Et ceux qui expliquaient il y a encore quelque temps, elle est morte, elle est finie, elle est terminée. Faut qu'elle arrête. Alors, donc maintenant, vous savez, les imitations, ça se travaille, c'est pas seulement le ton, c'est pas seulement le timbre de la voix, c'est aussi le rythme de la phrase et c'est aussi la manière de construire les phrases. Donc maintenant, vous le saurez, si vous voulez imiter Anne Hidalgo, il faut prendre le temps de l'écouter, de l'entendre, et il faut faire des accumulations de trucs chiants, voilà, de synonymes, faut énumérer des trucs. Elle est morte, elle est finie, elle est terminée. Bon, bref. Elle explique aussi avoir demandé à ses services de mettre le holà sur les travaux dans les rues, maintenant que les chantiers des Jeux sont terminés. Une annonce importante. Ah, bah oui, bah ça veut dire... Le journaliste en a déduit que s'il y a moins de travaux, si elle part sur cette politique de on va faire moins de travaux dans les rues, c'est qu'elle vise déjà 2026, parce que c'est ce qu'on lui reproche beaucoup. Ah, il y a des travaux, c'est Hidalgo. Oui, on connaît. Quitte à décocher des flèches, attention, elle va décocher des flèches. Elle va étrier, elle va critiquer, elle va... merde, j'en ai que 2 à chaque fois, ça marche pas. Ça se prépare, les blagues. Il faut rajouter, accumuler, continuer, répéter. Ouais, je pense. Donc, quitte à décocher des flèches, elle ne rate pas le chef de l'État, Emmanuel Macron, sa politique, sa méthode de gouvernement, sa décision de dissolution de l'Assemblée nationale et son affichage auprès des athlètes à peine les compétitions terminées.
Ils ne sont dupes de rien, les Français. La preuve, ils l'ont montré à la dernière élection et ils le montrent par leur enthousiasme. Il faut laisser les athlètes dans leur moment. Pourquoi aller jouer les coucous ? Interroge-t-elle. Alors les coucous... comme l'oiseau, quoi, genre comme si Emmanuel Macron il allait dans le nid des athlètes, ok d'accord. Parce que on dit faire coucou, pas. Mais d'accord. Un conseil au président de la République alors que celui-ci devrait finir par nommer un Premier ministre après les JO. Hein ? Un petit conseil, Anne Hidalgo ? Qui tu voudrais comme Premier ministre ? Et là elle dit je ne veux pas, dit-elle. L'estocade vient quand même, en insistant un peu, parce qu'en vrai on sait ce qu'elle veut. Elle est plutôt partisane d'une union avec le centre et la droite. Et sans les insoumis, parce que c'est ça quand même le cœur du débat. Je pense qu'elle n'a rien. Elle l'a dit. Je n'ai rien personnellement contre Lucie Castet, mais il faut entendre que voilà, il faudrait le retour d'une gauche social-démocrate avec laquelle on puisse travailler avec des gens qui viennent de chez Macron, machin, tout ça. Voilà. Elle l'a dit. Donc là, elle va le dire d'une autre manière après avoir dit qu'elle voulait pas le dire. Et son conseiller en communication va encore grimper sur son fauteuil. Donc l'estocade vient quand même. Elle dit on n'est jamais un génie tout seul. Même l'artiste qui est tout seul avec sa page blanche, en fait, il va interpréter quelque chose qui est de l'ordre du collectif. Même un champion olympique, pour faire sa médaille, il y a une équipe derrière. D'accord ? C'est quoi le message là ? J'essaie de comprendre le message. C'est pour Macron ? Non, c'est pour l'équipe, je comprends rien. Dimanche 11 août, au moment de la cérémonie de clôture, devant les caméras du monde entier, elle remettra le drapeau olympique à la maire de Los Angeles, Karen Bass, parti démocrate, pour les Jeux de 2028. Ok. Ça veut dire quoi son truc de collectif, là ? Moi, j'ai rien compris, hein. Je comprends rien. Elle a sûrement voulu dire quelque chose, je comprends pas. Non, mais il y a du génie, hein, mais... Je comprends pas. Bon, très bien, ça va être l'heure je sais pas. Bon, ça va être l'heure de la pause. C'est la pause. On va se regarder, on va parler de climat, parce que, alors, hier, voilà, moi j'ai... merde, il est où mon tweet ? Voilà, le tweet que j'ai fait hier, je vais actualiser, il y a peut-être de nouveaux commentaires de gens qui me traitent de bourgeois dessous, on va regarder, parce que moi je les bloque au fur et à mesure, hein. Et j'en ai déjà bloqué 4-5 sous celui-là, où, en fait, j'ai vu passer ce tweet cette nuit. Le tweet, c'est celui-ci. La journée qui s'annonce promet d'être superbe et ensoleillée. Et moi, je me dis, je regarde, je vois la température, je vois juste ça, parce qu'il y a le... Je vous raconte mon truc en entier, hein. Je vois juste ça, parce que il y a... bon, ça c'est caché, mais je vois soir 29 degrés. Attends, s'il fait 29 degrés le soir, bon, j'arrive pas à voir l'après-midi, mais je vais cliquer. Donc je clique. Météo Lyon, les prévisions du machin. Donc c'est les prévisions pour aujourd'hui, hein. La journée qui s'annonce promet d'être superbe et ensoleillée. Je me dis, waouh, mais écoute, l'article il est content, mais moi je vois 29 degrés le soir, j'aime pas moi. Les températures seront de 27 degrés le matin et de 36 degrés l'après-midi. Mais d'où t'es content en fait ? D'où t'es content comme ça ? Je vois les trucs, 36 degrés ensoleillé, 29 degrés le soir. Mais y a pas de quoi être content. Et je lis le truc. Attends. Bah non, je l'avais lu en entier tout à l'heure. Je l'avais lu en entier cette nuit. Pourquoi là je l'ai plus ? Pour continuer de les... peut-être parce qu'il m'avait laissé passer une fois, puis il a enregistré le cookie et maintenant je peux plus y aller. Bon, en gros, tout l'article était comme ça. Cette journée sera synonyme de beau soleil sur Lyon. Les températures iront de 20 à 37 degrés. Allez, un vent de sud-est soufflera doucement. Les valeurs maximales prévues le matin sont importantes, avec 33 degrés. Une météo plus chaude est attendue l'après-midi, étant donné que les températures vont connaître une augmentation. Et là, je me dis, mais attends, mais c'est écrit n'importe comment, c'est de l'IA, ça. C'est forcément de l'IA. T'as pas un journaliste qui va écrire... Une météo plus chaude est attendue l'après-midi, étant donné que les températures vont connaître une augmentation. Et là, je me dis, waouh, on est vraiment dans la pire timeline, quoi. T'as une IA qui t'explique que cette journée de canicule de merde, c'est génial, il y a du beau temps. Et en effet, après, j'ai remonté, quand j'ai eu le doute, en fait, j'ai dit, mais qui a signé cet article ? Et c'est Arthur Rainbot. Donc évidemment il y a bot dedans, donc au moins c'est pas caché. Mais je trouve que se faire annoncer une journée de canicule
avec l'IA qui est joyeuse, de te dire, alors l'humanité, vous allez passer une super journée, vous. Moi ça va, j'ai des ventilos, j'ai du water cooling dans mon truc là, mais... génial. Et je me suis dit, waouh, on est dans Black Mirror ou quoi là? Je deviens le djihad butlérien, vraiment. L'IA, moi, ça me terrifie. Je vous jure, l'IA, ça me terrifie. Donc je l'ai tweeté. Une journée suffocante annoncée avec entrain dans un article rédigé avec l'IA. Je trouve ça angoissant, alors que les taxis volants sont toujours pas au point. Même pour les JO et leurs spectateurs multimilliardaires, là, vraiment un futur de merde. Et j'ai précisé, je pense que même le tweet qui est parti, il est parti sans intervention humaine. Parce que la journée qui s'annonce, virgule, promet d'être superbe et ensoleillée, le ton enjoué, le fait que ça a été posté à 1h30 du matin. Je me dis, même le tweet, il est parti sans que personne ait... Et je me dis, waouh. Bref, pire timeline, hein. Pire timeline de merde. Le futur, nul. Nul à chier, quoi. Nul. Voilà, c'était mon coup de gueule contre l'IA, hein. Parce que ici, on n'aime pas les IA. S'il y en a dans le chat, vous pouvez vous désabonner. Après, et progrès aussi. Oui, je comprends rien à ce que tu dis. Les bots tweet à destination des bots. Oui, mais non, mais là, c'est le 20 minutes Lyon, quoi. Mais en fait, vous savez, en journalisme, on sait que les premiers journalistes qui vont être remplacés par des IA, c'est les journalistes sportifs, pas n'importe lequel, hein, pas Nelson Montfort, mais ceux qui doivent juste faire un article factuel sur les résultats de la journée de Ligue 1 McDonald's, là, et dire machin s'est incliné 3-0, en revanche au stade de la Beaujoire, ninani nanana, c'est très factuel, bon, une IA peut le faire, elle regarde le tableau, tu lui mets des données en lui disant cette équipe elle est importante, dis ses résultats à chaque fois, tel autre, t'es pas obligé, on s'en fout un peu. Et voilà. L'horoscope, évidemment, peut être fait par l'IA, et ça, bon, à la limite, bon, admettons. Et la météo. C'est les premiers qui vont être... Mais du coup, ça soulève une autre question. Est-ce que la météo, c'est aussi anodin que ce qu'on peut penser? Est-ce que, quand on parle de météo, on parle pas de climat, quand même, un peu? Alors, je me souviens, pour avoir lu l'article en entier, je crois qu'il y a quand même l'IA a un prompt qui dit... Bon, c'est quand même, en bas de l'article, il y avait marqué que c'est quand même une journée très chaude, pensez à vous hydrater, mes couilles, machin, tout ça. Donc, quand même, il y a des petits trucs, mais en fait, c'est le décalage du ton qui ne marche pas. C'est l'apocalypse, les enfants. C'est l'apocalypse climatique, c'est pas le moment d'être content qu'il fait beau. Alors, du coup, comment on s'en sort avec ça? Jacques Legros. Jacques Legros de TF1, là. Et alors, faut placer la virgule au bon endroit, hein. C'est pas Jacques Legros de TF1. Hein. C'est Jacques Legros de TF1. Comment il s'en sort dans son JT de 13h, le JT des familles, le JT de la ruralité, le JT des régions? Comment il nous décrit cette canicule? Alors, le sujet s'appelle « Des canicules à répétition, les habitants fatigués ». Oh, les gens en ont marre. Donc, on va regarder ça ensemble. Moi, je vais fumer ma clope. Voilà. Jacques Legros, fils de... Mais non, stop. En plus, il a rien fait, là, pour le moment. Pour le moment, ça va. Disparition. Attention, vas-y mon Jaco. Dans les Pyrénées-Orientales, où la chaleur sévit maintenant depuis plusieurs jours, une certaine lassitude s'installe, difficile de se protéger et de garder la forme. Aël, Mathieu Rio et Alice Chaumy. Nous venons de passer en alerte canicule orange. Ce message, c'est génial, il t'annonce ça comme si c'était le cirque. Et les clowns, les acrobates, la canicule. Génial. Déjà... Non mais c'est pas mal, en même temps qu'est-ce que tu veux faire? Bah maintenant il y a les messages sur les téléphones, les messages sur les portables aussi. Mais moi j'aime bien la vibe, allez, on fait la voiture comme le cirque, là on met le mégaphone sur le toit de la Clio et c'est parti, on fait le tour du village. les habitants d'Elne commencent à bien le connaître. Suivez les recommandations pour vous prémunir de la chaleur. Encore une fois cette semaine, cette voiture de la mairie, équipée d'un mégaphone, patrouille dans les rues pour alerter sur les risques de la canicule. Je l'entendais de chez moi, qu'il y a le marché en ce moment, donc tout Elne est au marché à cette heure-ci, donc c'est top. Je pense que c'est un très bon moyen de communication. C'est original. Un moyen... Mais je suis complètement d'accord avec ses habitants. Je trouve que c'est super. Voilà. Alors, d'aucuns râleraient, c'est pas écolo, la voiture pendant ce temps-là, le moteur il tourne et ça...
Oui, d'accord, mais bon, si la voiture était électrique, peut-être ça serait mieux. Je suis pas sûr que la bagnole est électrique. Oui, ça se trouve, elle l'est, on est mauvaise langue, hein. Une communication originale pour toucher tous les publics. On s'adresse à des personnes vulnérables, à des personnes âgées qui n'ont pas forcément accès aux réseaux sociaux ou au site internet. On diffuse ce message pour alerter le maximum de personnes. Tant que l'alerte sera maintenue, nous continuerons à mettre en marche la voiture. Dans les Pyrénées-Orientales, c'est le 4e jour consécutif en vigilance orange. 33 degrés ce matin au marché. Cette habitante se rafraîchit avec ses amis, mais elle souffre de plus en plus de la chaleur. Une fatigue, voilà, on est molle, voilà, on rechigne à aller travailler, on transpire, on est mieux là. Une lassitude partagée par ces mères de famille. On essaie de mettre les petits loups à l'ombre, au frais et de sortir quand il y a le moins de chaleur possible. Mais c'est vrai que dans la journée, on reste enfermé et c'est à 18h qu'on essaie de ressortir parce que sinon c'est invivable. J'aime bien le fait que... bon, on a envoyé quand même des journalistes de TF1 faire un reportage dans les Pyrénées-Orientales sur la canicule. Je pense que sur place, ils cherchaient leur angle. Hein, et le fait qu'ils aient tenu 1 minute sur la voiture haut-parleur du cirque, au point de poser la question aux habitants. Alors, s'il vous plaît, le haut-parleur, là, c'est une bonne idée, le haut-parleur? Oh oui, c'est bien. On a déjà perdu 1 minute. Tu sens la galère quand même. Hein. Quand même des journalistes, là. Pour apporter un peu de répit aux habitants, autre innovation de la mairie. Cet espace climatisé, ouvert à tous. Ça fait du bien là, on est bien là. Avec des bouteilles d'eau bien fraîches et gratuites, un refuge de fraîcheur pour la famille de Carla. Pour éviter les chaleurs à la maison. Oh, c'est pas une mauvaise idée, ça, tu me diras, de faire des espaces publics un peu climatisés. J'avoue, les gens, ils ont pas tous la clim chez eux. Et de dire, plutôt que de faire chacun une clim chez soi, dire, il y a un endroit où il y a de la clim pour tout le monde, c'est public, c'est gratuit, vous venez, il y a des jeux. Écoute, moi j'aime bien. Oui, hein, c'est bien. Non, c'est. Alors je sais pas, je suis pas un pro de l'écologie, donc à chaque fois, j'avoue que j'improvise mes takes. Ou les bibliothèques, bien sûr. Bah oui, fatalement. Mais bon, s'il y a pas de bibliothèque, déjà juste une. Et ouais, parce que c'est mieux d'aller au supermarché, c'est mieux que d'aller au centre commercial, quoi. L'idée que ce soit la mairie qui met un lieu qui est pas un lieu commercial, justement. On en manque. Il fait 30 degrés dans un appartement. Franchement, on est mieux ici. Vous êtes bien, les enfants, là? Un lieu ouvert toute la journée jusqu'à 18h. Cet après-midi, le mercure dépassera les 36 degrés à Aisne. Au total, alors, un bien beau sujet, mais il y en a un deuxième. Il y a un deuxième sujet. On va aller dans un autre endroit, apparemment. Bah ça, je suis content, on voyage. Mais oui, c'est le 13h. C'est le 13h, on voyage partout en France. C'est ça qui est beau. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit c'est Gilles Legros ou Jacques Legros? Je sais plus. 6 départements sont concernés par cette canicule, des Pyrénées-Orientales, on vient de le voir, aux Bouches-du-Rhône. Et à quel moment choisit-on de les placer justement en vigilance? Quels sont les... Bah oui, parce que je me demandais, là, nous, dans le Rhône, quand même, 37 degrés, c'est pas une... on n'est pas en vigilance? Après, c'était peut-être le sujet d'avant-hier, j'ai pas regardé la date. C'est quoi la date? Il y a 2 jours. Bon, c'était il y a 2 jours. C'est peut-être pour ça. Peut-être que depuis, enfin, on a gagné notre badge canicule, quand même. Conséquences concrètes, Laura Ada et Emmanuel Rouillon et Audrey Lely en Corse. Difficile parfois de supporter la chaleur. Aujourd'hui, il fait particulièrement chaud quand même. Heureusement qu'il y a encore les pins pour nous protéger un peu de la chaleur. Hein. Chercher de l'ombre à tout prix. À Ajaccio, comme dans toute la Corse, les températures dépassent les 30 degrés. Est-ce qu'on va voir Glucksmann? 35. Bah alors ça veut dire qu'à 37, nous on est bon, on est en canicule là. Après, le soleil est pas haut. Alors selon vous, sommes-nous en vigilance canicule? Ben là, je ne sais pas, je pense quand même. Je pense. Donc attends, là ils font un micro-trottoir pour demander aux gens si, selon eux, ce serait vigilance canicule. Pareil, hein, ça sent la dèche de merde, quelle question je pose aux gens une fois qu'ils nous ont dit qu'ils ont chaud. En tout cas, au niveau du ressenti, oui. Non, pas encore de vigilance. Car il y a des conditions bien précises pour déclencher l'alerte, en fonction des risques pour la santé. Bah c'est bien, on va apprendre des trucs. Voilà, il y a un petit tableau et tout, petit effet grain derrière, là, pour styliser un petit peu le tout. D'abord, il faut 3 jours et 3 nuits consécutives de forte... Il y a la notion de récurrence, de rémanence du truc, 3 jours consécutifs. De chaleur. Les températures doivent être exceptionnellement élevées en journée. Ok. Et ne pas descendre en dessous des 20 degrés la nuit. Ah bah nous c'est bien, on va être à 29 là, donc on va passer une super nuit encore. Avec 34 degrés en journée.
Est-ce que vous n'avez pas tendance, dans ces périodes-là, à devenir des vampires et à vivre la nuit? Parce que moi, j'avoue, je fais un peu ça. Je me force, là, je me suis forcé. Je dors pas bien, donc je me suis forcé à me lever quand même aujourd'hui, ce matin. Mais j'ai envie de vivre la nuit, quoi. Ouais, tout le monde vit la nuit, ouais. Évidemment, ouais. Le problème, c'est que la nuit, il faut pas que je fasse trop de bruit. Les voisins du dessous, ils cassent les couilles. Même quand je marche, ils gueulent, quoi. Et 22 degrés la nuit, Montpellier est en vigilance orange, contrairement à Ajaccio, alors qu'il n'y a que 2 degrés de différence. Parce que la vigilance dépend aussi de la situation géographique. Les seuils de température varient d'une région à l'autre. Si dans le sud-est, les critères de déclenchement du niveau orange sont à un certain seuil, à un certain niveau, pour la Bretagne et les régions du Nord. Mais alors, est-ce que parce que tu pars du principe que c'est aussi une population qui est moins acclimatée au chaud, c'est pour ça? Ou même la végétation, le climat, j'en sais rien, les animaux, je sais pas. Non, ils seront à un niveau moindre parce que ce sont des territoires moins acclimatés avec des sensibilités différentes. Eh ben, j'avais bon. Vigilance canicule ou non, les mêmes conseils de prudence. Oui, puis les infrastructures aussi, bien sûr, qui vont avec. Oui. Et les maisons sont pas construites pareil, évidemment. Ne pas sortir de chez soi aux heures les plus chaudes et surtout s'hydrater régulièrement. Le petit chien dans la fontaine, j'ai envie d'être ce petit chien. J'ai envie d'être avec ce petit chien parce que je vais pouvoir jouer avec le petit chien dans la fontaine. Bon, bah très bien. Super sujet, voilà. On vous a fait un peu la météo. Je vous la fais rarement. Sujet sur le climat. Bon, évidemment, pas trop de lien avec le lien, par exemple, que j'ai fait entre la bagnole qui rejette du CO2, ou même il y en a dans le chat qui ont dit ah bah bravo, hein, pour toi, une salle commune où il y a la clim, vous savez, la clim, la chaleur, du coup, elle va dehors, donc ça réchauffe dehors. Oui, je sais, mais je dis que quitte à ce qu'il y ait de la clim, par exemple, dans un hôpital, il y a de la clim. Mais quitte à ce qu'il y ait de la clim, autant que ce soit à un endroit, plutôt que chacun en ait une chez soi. C'est ça, c'est comme les bagnoles, si vous voulez. Vaut mieux un bus que 20 bagnoles. Voilà. Donc, voilà. Hein. Ils n'ont pas trop développé cet angle-là non plus, évidemment. Bon, maintenant, je pense qu'il est temps. Il est 18h. Il est temps d'écouter Xavier Bertrand. Enfin, d'écouter ce que les médias disent de Xavier Bertrand grâce à cet article d'Arrêt sur Image. Un article de qui? Un article de Camille Stino, que je ne connais pas encore, qui est peut-être nouvelle dans la rédaction d'Arrêt sur Image, je ne sais pas. Donc Xavier Bertrand à Matignon, la petite musique qui monte. Parce que vous ne le savez peut-être pas, mais lui, il est prêt à relever le défi de Matignon. Hein? Je sais pas vous, je sais pas si vous êtes prêt à relever le défi de Matignon. Moi, j'avoue, je pense que je suis pas prêt à relever le défi de Matignon. Mais lui, oui. Donc ça tombe plutôt bien. Parce qu'il y a une envie de Xavier Bertrand dans le pays. Ça s'est vu dans le résultat des législatives. LR a fait un score tout à fait négligeable. Mais on sent que les gens n'ont pas exactement voté. S'ils avaient pu vraiment voter Xavier Bertrand directement, ils l'auraient peut-être fait, quoi. Donc c'est parti, Arrêt sur Image. Alors que la trêve politique décrétée unilatéralement par Emmanuel Macron pour les JO touche à sa fin, les spéculations sur l'identité du futur Premier ministre reprennent. Et le nom de Xavier Bertrand revient en boucle dans la bouche des commentateurs de plateau télé, qui ne manquent pas de vendre le président de la région Hauts-de-France comme le tenant d'une droite sociale. Alors, je vous résume, hein. Pour que ce soit possible, ça, c'est-à-dire, faut au moins qu'ils nous fassent croire qu'ils ont une majorité, ou un début de majorité, ou un semblant de majorité, avec les gens qui vont arriver à accumuler, là, les macronistes, donc Horizon, Modem et Renaissance, regroupés sous Ensemble, je crois, et c'est ça qu'on a vu la semaine dernière, parce qu'ils changent de nom tout le temps, on comprend plus rien, et LR, alors RR qui est maintenant divisé en deux, entre les LR Ciotti, qui eux ont leur propre groupe maintenant, hein. Je vous le rappelle, ils sont avec le RN, et les LR, les autres, LR Canal Historique, qui restent avec Xavier Bertrand. Mais si tu additionnes les Macronos et les LR, ça fait pas une majorité, ça fait toujours pas une majorité. Donc l'idée sur laquelle j'imagine qu'ils veulent aller, c'est d'additionner LR, les Macronos et les gens de gauche prêts à trahir. Donc, l'aile droite du PS, si vous voulez, faire des débauchages individuels, peut-être, éventuellement, je ne sais pas. En tout cas, c'est compliqué, parce que ça paraît incongru, ça paraît saugrenu de le rappeler, mais c'est quand même la gauche qui est arrivée en tête lors de ces législatives. Donc pourquoi on se retrouverait avec Xavier Bertrand, Premier ministre ?
Les gens ont envoyé un message, les gens ont envoyé un cap clair. Ils ont dit « je mets la gauche en tête ». Et la gauche en tête, et on se retrouverait avec LR qui est minoritaire de ouf, et les Macronos qui sont... Attendez, les Macronos, ils sont arrivés 2e ou 3e, ils sont arrivés devant ou derrière le RN, ça je me souviens plus. Mais enfin, on se fait quand même un peu baiser, il me semble. Ils sont arrivés 2e, les Macronos. Donc c'est le RN qui est arrivé 3e. Donc ils vont essayer de nous bricoler un truc. Faudrait au moins que leur truc ait la majorité absolue pour être un peu moins contesté, mais je crois que même sans majorité absolue, ils vont le tenter quand même. Donc ils nous le vendent comme un truc, comme une droite sociale, Xavier Bertrand. Bon, on va voir dans cet article que c'est pas tant une droite sociale que ça. Et puis surtout, si c'est pour se retrouver encore avec les Macronos, après toutes les branlées qui se sont pris d'affilée aux européennes, aux législatives, bon, j'ai envie de dénoncer là. J'ai envie de dénoncer et de dire « Salaud, Macron !» Et si c'était lui ? Oh non. Depuis quelques jours, la petite musique sur l'hypothèse Xavier Bertrand à Matignon s'installe dans les médias. Son nom a commencé à être cité dès la mi-juillet, avant que Gérald Darmanin ne déclare le 29 juillet qu'il s'agit d'un homme politique avec une très grande compétence qui peut servir grandement la France. Voilà, je n'ai pas la voix de Darmanin, mais je sais qu'il faut faire tout le temps. Et c'est dégueulasse, c'est les bruits de bouche de Darmanin. Et puis tout s'accélère le 6 août, quand Xavier Bertrand lui-même se déclare prêt dans le Figaro Magazine, article très rapidement modifié pour finalement préciser que ce sont ses proches et non lui-même, bah oui, sinon ça fait un peu trop, qui le déclare prêt à relever le défi de Matignon. Contacté, Karl Meus, auteur de l'article et rédacteur en chef du Figaro Magazine, n'a pas donné suite. Ah oui, d'accord, ok. Parce qu'en fait c'est lui qui a dû le dire, et puis après il y a eu rétropédalage, sauf que normalement quand t'as dit un truc dans la presse, et qu'on te dit « Oh non, en fait je l'ai pas dit », t'es pas tenu de retirer, hein, toi en tant que journaliste. Si l'autre l'a dit, il l'a dit, t'as le droit de le mettre dans ton article. Hein. S'il l'a pas dit, bon, d'accord, là c'est abusé, tu corriges, mais s'il l'a dit, il l'a dit. Après, si les conseillers com disent « Attendez, on va plutôt dire que c'est son entourage », t'es pas obligé de corriger. Bon, le Figaro a corrigé, évidemment, c'est normal. Très vite, l'info est reprise par tous les grands médias, et en fin d'après-midi, le 6 août, le bandeau de BFM interroge « Xavier Bertrand, la solution pour Matignon ?» La question pourrait prêter à sourire si elle n'était pas posée sérieusement. Anne Sora-Dubois, journaliste politique de la désormais chaîne du milliardaire Rodolphe Saadé, donc c'est BFM TV, précise que le président de la région des Hauts-de-France a un profil qui peut fonctionner. Elle ajoute que selon l'entourage de Xavier Bertrand, ce qui veut dire potentiellement selon Xavier Bertrand lui-même, du coup, si vous avez décodé un peu ce qui s'est passé, donc selon l'entourage de Xavier Bertrand, ce dernier pense à Matignon depuis quelque temps déjà, avant même la dissolution, car voyant qu'il n'avait pas de majorité absolue, Xavier Bertrand a considéré que le pays devait sortir de cette difficulté comptable en termes de députés à l'Assemblée nationale. Personne sur le plateau de la première chaîne d'info de France ne viendra rappeler qu'en termes de difficultés comptables, les LR, qui ont présenté près de 400 candidats aux élections législatives, mais n'ont obtenu que 47 élus, ne sont pas forcément les plus légitimes pour gouverner. Personne non plus ne mentionne le fait que le candidat LR à la présidence de l'Assemblée nationale, Philippe Juvin, n'a obtenu que 48 voix sur 577 députés. Voilà. Malgré tout, le plateau de BFM TV n'a pas l'air emballé à l'idée de voir Xavier Bertrand devenir Premier ministre. Alain Marchal, présentateur de BFM Story, décerne ainsi la médaille d'or de la confusion politique à Emmanuel Macron, quand Anne Sora-Dubois pointe du doigt le déni d'une partie de la Macronie qui souhaite continuer en politique de centre-droit comme si de rien n'était. Oui, parce qu'au-delà du casting, la question c'est quelle politique ? Et en effet, il me semble que les gens en ont un peu marre de cette politique de centre-droit. Ils ont envie qu'on fasse soit full facho, soit enfin un peu de gauche. Mais le macronisme, c'est bon, on n'a eu que des remakes du macronisme depuis 2017. Peut-être qu'on veut un autre Premier ministre, un truc qui a un peu de panache, tu vois, un truc qui change, quoi. Le Figaro Magazine, tout en étant conscient que la nomination de Xavier... Bah oui, ça manque un peu de saveur, la nomination de Xavier Bertrand. Donc le Figaro Magazine est conscient que la nomination de Xavier Bertrand dépend de la volonté d'Emmanuel Macron, et il a plus de mal à cacher son enthousiasme. Alors là, dans le Figaro Magazine, on est content. Le journal du groupe Dassault vante ainsi l'ancien ministre de la Santé comme le tenant d'une droite équilibrée entre justice sociale et ordre républicain. Plus loin, Karl Meus, rédacteur en chef du Figaro Magazine et auteur de l'article, met en avant ce qui constitue selon lui des atouts de Xavier Bertrand. Il a battu 2 fois le RN dans la course à la présidence de la région Hauts-de-France, en bénéficiant d'un tout sauf le RN
comparable à celui qui s'est exprimé dans les urnes au second tour de législative. Oui, alors ça c'est valable pour n'importe quel président de la région, vu que il n'y a aucune région qui est passée dans les mains du RN. Le Figaro Magazine oublie cependant de nous rappeler que battre le RN n'est pas un programme de gouvernement et que l'addition des députés LR et macronistes permet à peine d'atteindre les 213 députés, bien loin de la majorité absolue située à 289. Voilà, c'est ce que je vous disais en début de lecture. Une fois n'est pas coutume, France 5 et l'émission C'est dans l'air ont été en avance sur l'info. Ça, ce petit fion veut dire que d'habitude C'est dans l'air sont à la ramasse. Ce petit fion envoyé à C'est dans l'air. Puisque la chaîne du service public diffusait dès le 18 juillet un sujet intitulé « Xavier Bertrand à l'offensive pour Matignon ». Alors attendez, on va le regarder ou pas ce sujet ? Celle quelqu'un. Édouard Philippe ? Oui, on va... Ah bah je l'avais déjà lancé, tu vois. Oh là là, je suis vraiment... Eh ben on va le regarder ce petit sujet, hein, mine de rien. Parce qu'on est là pour se faire plaisir quand même, merde. Hein, c'est parti. Caroline Roux, avec le petit lancement de C'est dans l'air. Vous voyez le... Je sais pas si je l'ai bien fait. Voilà. Attention, c'est parti. Et ah si non, c'était lui? Il y a juste eu la fin du jingle, on l'entend vite fait. Peut-être j'ai pas bien remis au début. Et merde. si c'était lui, à Matignon? Ces derniers jours, Xavier Bertrand passe à l'offensive. Sur les réseaux sociaux, ses proches tentent même de lancer la dynamique. Entendu autour de moi ce soir, le plan Bertrand me plaît énormément. Il faut qu'il aille maintenant jusqu'au bout. Je travaille avec lui depuis 10 ans, assurément pour moi, c'est lui, Xavier Bertrand. 2 jours après les... Je travaille avec lui depuis 10 ans, donc je suis objectif. C'est assurément... Mais si, le temps... Enfin bon, bref. Non, vous voyez pas ? résultats des législatives, l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy appelait à la formation d'une coalition dirigée par la droite. Il nous faut un gouvernement d'urgence national qui sera un gouvernement de rassemblement. Avec, vous l'avez dit... Rassemblement national, du coup ? Les Républicains, les Indépendants, le camp de M. Macron, les différents partis de M. Macron, et peut-être aussi des hommes et des femmes de bonne volonté. De gauche, du coup. Donc les Républicains, les Indépendants, Lyotte, peut-être, tu veux un débat ? On va... C'est pas clair, hein, son truc, hein, mais c'est à peu près ce que je vous disais, c'est-à-dire il va s'agir de gratter quand même des traîtres au PS, comme, bon, ça s'est toujours fait de temps en temps. Hein. Un gouvernement provisoire, voilà un terme qui rappelle les années du général de Gaulle, avec un mot d'ordre. Aujourd'hui me donne raison. Aucun des extrêmes. Aucun des extrêmes. Nique-toi bien. Mais de toute façon, il y aura personne à LAFI qui veut aller dans un gouvernement présidé par Xavier Bertrand. Hein. De toute façon, ça peut te rassurer. Parce que j'imagine que quand il dit les extrêmes, c'est pas le NPA et LO, hein. C'est la France Insoumise. Qu'un des extrêmes, et surtout pas le RN. Tout un programme politique pour le président de la région Hauts-de-France. Il en avait fait son principal argument de... Ce pays est devenu tellement facho que même la droite, en fait, est devenue tellement facho que juste dire pas le RN, c'est déjà genre exceptionnel. On serait censé être content, tu vois, qu'il n'y a pas le RN. Mais heureusement qu'il n'y a pas le RN. De campagne. En 2015 face à Marine Le Pen, puis contre Sébastien Chenu en 2021. Et cela a marché. Merci vraiment. L'histoire retiendra que par 2 fois, ici, sur la terre des Hauts-de-France, fidèle à une certaine idée de la France. Une certaine idée de la France. Ça veut dire De Gaulle. Le Front National a été arrêté et nous l'avons fait fortement reculer. Son autre cible s'appelle Emmanuel Macron. Ah bah ça va marcher beaucoup moins bien, ça. Faut pas taper Macron, c'est lui qui va te nommer. Lorsque le président prend la route du Nord, Xavier Bertrand l'accueille toujours froidement. Ce jour-là, le bras de fer concerne l'entreprise Asco. Ah merde, c'est mauvais signe en fait. J'allais dire c'est bon signe parce que Macron va pas en vouloir. Non, c'est mauvais signe parce que y en a qui ont commencé à filtrer, à laisser passer des éléments de langage qui disent qu'il faudra que cette nomination ait un goût de cohabitation. Je vous jure qu'ils ont dit ça. Donc, il suffit que Macron s'entende pas bien avec lui pour que Macron dise bah voilà c'est bon, cette nomination a un goût de cohabitation. Oval. C'est très mauvais signe. On vous dit que c'est pas ça la solution. Alors vous savez peut-être mieux que tous les autres, c'est possible. Non, je cherche pas. Moi, j'écoute le terrain. Je veux qu'on ait des garanties. Oh, il baisse pas les yeux, hein, il se laisse pas faire bataille de regard. Le premier qui lâche la main a perdu. Hein, vous savez peut-être mieux que tous les autres, hein, mais et l'autre il fait non, je sais pas ça. Car Xavier oh là là, bataille de nuls, je te jure. Bertrand dit se battre pour l'emploi dans sa région, comme ici, pour les employés de l'usine Lu, qui doit fermer fin 2025.
Quand on a affaire à un groupe qui a largement les moyens, qui a beaucoup de moyens, et qui prend une décision aussi brutale... Ah, ça c'est le côté droite sociale. Donc, mine de rien, il tombe dedans. C'est dans l'air, nous le présente avec le côté droite sociale. Ils assument leurs responsabilités. Et respecter les salariés, ça veut dire aussi faire le maximum. 1, pour qu'ils retrouvent un boulot. 2, pour qu'ils obtiennent aussi, dans le cadre d'un PSE, le maximum. Xavier Bertrand défend aussi la réduction des charges ou la quasi-gratuité du permis de conduire chez les jeunes. Une politique de l'emploi qui... Attends, la réduction des charges, c'est pas une politique de gauche. Hein. C'est pas social la réduction des charges. Bon, non mais faut ouais. Il tente de porter nationalement en 2022. Je suis candidat à l'élection présidentielle pour être président de la République. Donc c'est-à-dire cette rencontre entre un homme, une femme et les Français, sans filtre et sans primaire. Lui, qui avait quitté les Républicains. J'adore la tête de Pécresse, elle me fait rire, mais à chaque fois, quoi. Son air ravi de la crèche, quoi. Elle a un air... Alors, elle est pas idiote, hein, mais elle a un air bon, bref. Change d'avis et participe finalement à la primaire. Et il y avait Ciotti, regarde-moi ça, le méchant gobelin. Paris perdu. Xavier Bertrand quitte la capitale une nouvelle fois. Il est évident qu'à partir de maintenant... C'est ma région des Hauts-de-France, celle dans laquelle j'habite, je vis, pour laquelle je vais me battre. En politique... Pour laquelle je meurs, il a dit. Pour laquelle je marche. Bon, je sais pas ce qu'il a dit. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Alors 2 ans plus tard, le revoilà. En février, Xavier Bertrand se lance déjà pour 2027. En juillet, tout s'accélère. Ah, pour laquelle je veux me battre. Ah, j'ai compris. Ouais. C'est avec le ventilo, j'entends rien. Ça va, ça vous gêne pas, vous, trop, le ventilo? Ce serait temps que je vous le demande après bientôt 2 heures de live. Si le changement, c'était pour maintenant. Il faut un changement complet de politique et un changement complet aussi d'attitude vis-à-vis des Français. Il faut arrêter de diriger la France depuis Paris sans... Donc en fait, voilà, c'est ça, il va jouer la carte de la région, je suis plus proche des régions. C'est donc... En fait, ils vont vraiment nous le présenter comme une rupture, ces bâtards. Ils vont vraiment nous dire, rien à voir, il y aura un peu plus de compréhension de ce que les Français, un peu plus de proximité, un petit peu moins de parisianisme, etc. quoi. Donc vraiment, ouais, mais évidemment que ça va se passer, évidemment qu'ils vont nous la faire, cette cartouche. Elle est tellement bien designée là, pour qu'ils arrivent vraiment à la vendre comme ça va être un genre de cohabitation, une rupture. Vraiment, faut que tout change pour que rien ne change. Et là, il va falloir que ça change un peu plus que d'habitude. Ça peut pas être un macroniste directement Premier ministre. Mais oui, Xavier Bertrand, c'est un plan parfait. Quel enfer, ils sont forts. Faut comprendre ce qui se passe au-delà du périphérique. Il faut se mettre à la place des gens, comprendre leur souffrance, leur colère. Sur sa route, Xavier Bertrand trouvera son rival, désormais patron des députés de droite, Laurent Wauquiez, et lui opposé à toute coalition avec d'autres partis. Alors on va voir ce que jouent les uns et les autres avec... Est-ce qu'on écoute un peu le commentaire derrière y a qui autour de la table? On va essayer de regarder un peu le casting. Si, on va écouter un peu, moi ça m'intéresse. De toute façon, vous n'êtes pas pressés. Bon, moi je suis mort de chaud, mais de toute façon, on fera pas d'autres articles. Hein. On va continuer à regarder un peu C'est dans l'air, c'est intéressant. Avec vous, cette question d'Alain dans le Val-de-Marne. Pourquoi citer Xavier Bertrand parmi les candidats sérieux alors que les Républicains sont arrivés en 4e position? C'est vrai ça? C'est vrai ça, le bon sens d'Alain du Val-de-Marne. Merci Alain. Mais oui. C'est une bonne question. Parce que il faut procéder par élimination. Ok. Je crois qu'à l'Élysée, on a compris que le prochain... Ah, c'est lui, Karl Meus. Celui dont parle l'article, celui qui a corrigé quand Xavier Bertrand lui a dit de corriger. Donc lui c'était un soutien de Bertrand, d'accord. Donc on a déjà autour de la table, on va pouvoir regarder le casting. On a Le Figaro Magazine, donc pur droitard, c'est parti. Un Premier ministre ne pouvait pas être issu de Renaissance, du parti. Donc il faut chercher quelqu'un d'autre. Et il y a 2 possibilités, soit vous le prenez sur votre gauche, soit vous le prenez sur votre droite. Sur la gauche, ça paraît difficile parce que... Parce que les insoumis n'ont pas envie de gouverner, puis il y a de l'extrême gauche, les gens n'ont pas... Voilà, ça fait peur, et puis ils sont pas assez nombreux, enfin bon... Tout ce qu'on a dit tout à l'heure, voilà, faire venir des socialistes, c'est compliqué, c'est peut-être pas le moment, il faut y aller peut-être au cas par cas, voilà. Donc il y aura des débauchages individuels, le Parti Socialiste... Non, c'est vrai que le Parti Socialiste... Olivier Faure, la ligne d'Olivier Faure, c'est de pas accepter d'y aller. Mais donc c'est pour ça que ça va aboutir à des traîtres. C'est pour ça que je vous parlais de traîtres. Ce que va montrer l'élection de ce soir, si encore une fois les accords sont respectés, c'est que c'est avec les LR qu'il y a une discussion possible. Et donc, c'est vers lui. Après, il faut regarder
Oui, si la condition première, en fait, là ce qu'il dit c'est que il y a que avec LR que Macron peut parler, mais si la condition première c'est que la majorité, l'ex-minorité, l'ex-majoritaire, si la condition première c'est que ce soit quand même gouverné par les macronistes, évidemment que dans ce cas-là, oui, mais c'est un prémisse qu'on n'est pas obligé d'accepter. Quelle est la fiche de poste du Premier ministre? Parce que voilà. Oh, c'est Anne-Rose Enchère à côté du Point. Du Point ou de l'Express, je sais jamais, je crois que c'est l'Express. On peut dire les noms, les gens peuvent dire je suis prêt, je suis candidat, mais quelle est la fiche de poste? Il faut donc que la personne ne soit pas repoussoir pour la droite et la gauche. Xavier Bertrand coche la case, puisqu'il a été élu dans le Nord, ça a été dit, pour faire barrage à Marine Le Pen. Bon, lui on s'en fout, je veux savoir ce qu'ils disent les autres, parce que lui, bon... Oh, puis il parle longtemps, en plus... Oh là là, il y a le sondologue, là, Brice Teinturier. Pas confondre avec Brice Couturier, lui c'est Teinturier. Donc Ipsos, je sais plus. Il n'y est pas. Hein. Non, il y a Jordan Bardella, Gabriel Attal, Raphaël Glucksmann, François Ruffin, Olivier Faure, Laurence Toubiana. Elle est à 4... Ah, donc ça c'est il commente un sondage, et là, pour BFM, qui au poste de Premier ministre? Bardella, bon ça me paraît compromis. Et il y a Raphaël Glucksmann, mais pourquoi? Ruffin, Toubiana... d'accord, les gens veulent pas de notre Lucie Castet, elle est bien Lucie Castet. Et si on proposait Mélenchon? Il est à 28%, alors que Attal, Glucksmann sont à 42%. Ah, il est à 28% quand même, d'accord. Ok, il est nettement... Ah, donc c'est juste que vous l'avez pas mis dans votre infographie. Plus bas que les autres. Il coche malgré tout une autre case, je crois, c'est que c'est de la droite sociale. Donc ça permet éventuellement de tempérer une opposition à gauche, au moins sur certains projets. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir le Premier ministre, après il faut former un gouvernement et il faut agir. Donc il faut trouver des majorités à l'Assemblée. Donc il n'est pas repoussoir ou répulsif comme le serait par exemple un Laurent Wauquiez pour tout le bloc de gauche et même une partie d'ensemble. Donc il y a ce positionnement personnel qui joue en sa faveur. Qu'est-ce que ça veut dire un gouvernement d'urgence nationale? Qu'est-ce qu'il a en tête? C'est pas une coalition? Attention, on va avoir le droit du grand Nathalie Saint-Cric. Donc encore une fois, il y a personne de gauche sur le plateau. Voilà, personne de gauche sur le plateau. C'est normal. Anne-Rose Enchère, le machin Méus là. Brice Teinturier et cette macroniste de Nathalie Saint-Cric et cette macroniste de Caroline Roux d'ailleurs, hein, je rappelle son mec était sarkozyste même carrément. Voilà, bon, donc on fait des plateaux comme ça, c'est normal, il n'y a personne de gauche, ça gêne qui? Personne, c'est pas grave. C'est pas un pacte législatif, c'est pas un pacte d'action, parce que chacun a son... il y a plein de sa formulation, donc franchement, il faut s'y retrouver. Lui, il dit gouvernement... Super chemisier, Nathalie Saint-Cric. Ça sent l'apéro en terrasse, c'est l'été. Moi, j'aime bien son chemisier. Gouvernement d'urgence nationale. Qu'est-ce qu'il a en tête? Il a en tête une idée un peu centriste qui est de prendre... Alors, d'abord, comme le disait Brice, c'est le régalien, c'est-à-dire les gens en ont marre de l'insécurité, de l'immigration, de je sais pas quoi. Donc, ça, on fait. On laisse pas le sujet pourrir, mais il y a aussi un ras-le-bol qui est sur le terrain des salaires, les conditions de vie, le sens du travail, le sens de tout ça. Donc lui se vend, ou plutôt se montre comme étant sur ces deux pôles-là. L'urgence, ça veut dire que... Et c'est en cela... Je commente la tenue des femmes, mais oui, attends, tu vas pas commenter la tenue des hommes. Alors si, déjà, je l'ai déjà fait, mais ils ont tous les mêmes trucs, les vestes, machin. Alors ouais, la nuance, c'est que t'en as un qui a une cravate, l'autre qui a pas de cravate. Mais je suis désolé, ce chemisier, je le trouve très sympa. J'ai le droit. C'est pas le chat de Jean Massier, hein. Moi je dis ce que je veux ici. Hein. Il a aussi la case territoriale, hein, parce que la France des territoires, quand on nous dit tout ça, lui est plutôt... Alors vous me direz que Laurent Wauquiez aussi. Le diagnostic qu'ils font, c'est qu'au sein de LR, même s'ils ne sont pas nombreux, il y a 3 tiers. Il y a un tiers qui est wauquiéiste, qui lui, de toute façon, préfère soit que Xavier Bertrand se ramasse, soit que tout ça ne se fasse pas pour pouvoir arriver en 2027. Il y en a un tiers qui flotte et il y en a un tiers qui veut faire quelque chose. D'accord. Il y a des gens comme... Alors vous me direz que... Alors voilà, alors là, la reine de la psychologie, elle est là, elle prévoit déjà les moves d'après dans la compétition, de machin. Les Français, on les a oubliés depuis longtemps, ce qu'ils ont réclamé, ce qu'ils ont demandé, sauf qu'ils ont réclamé de l'insécurité, enfin de la lutte contre l'insécurité. Ils ont réclamé de l'extrême droite, en gros, ça c'est bien. Et derrière, allez, peut-être un peu les salaires, tout ça, mais enfin bon, voilà. Donc droite sociale. Et l'article finit là-dessus, hein, sur cette histoire de droite sociale. Donc maintenant, on a bien regardé C'est dans l'air, et la suite de l'article va nous parler de C'est dans l'air. Sur le plateau, Caroline Roux, citant la question d'un téléspectateur, on se souvient, Alain, de Seine-et-Marne, rappelle l'incongruité de l'hypothèse Xavier Bertrand, alors que les LR ne sont arrivés qu'en 4e position aux élections législatives, loin derrière le Nouveau Front Populaire, le camp présidentiel et le Rassemblement National. Heureusement.
Nathalie Saint-Cric est là pour assurer le service avant-vente de Xavier Bertrand, tout en précisant qu'elle n'est pas là pour faire sa promo. Moi, je suis pas là pour faire sa promo, mais je vais la faire quand même. Se prenant un instant pour Madame Irma, elle anticipe qu'il n'y aura pas de majorité absolue contre lui à l'Assemblée nationale, rendant impossible l'adoption d'une motion de censure. Donc c'est bon, ça veut dire que la gauche va valider. La gauche va valider, c'est Xavier Bertrand, donc ils vont faire bien ce qu'on leur dit, la gauche. Bah je sais pas. On sait pas, peut-être ils vont dire, parce que c'était le plan, hein. À mon avis, la gauche peut partir sur une strate, s'ils sont coordonnés et qu'ils restent ensemble, qu'ils restent soudés, ils peuvent partir sur une strate motion de censure, motion de censure, motion de censure, j'en ai rien à branler. Mais bon, si elle a dit que non, ma foi. Le délégué général de l'Institut Sondage d'Ipsos, Brice Teinturier, abonde. C'est la droite sociale, ça permet éventuellement de tempérer une opposition à gauche, au moins sur certains projets. La droite sociale, c'est donc le qualificatif qui ressort quand il s'agit de vendre la pertinence de l'hypothèse Xavier Bertrand à Matignon. Sur ce point, les journalistes politiques reprennent à leur compte les éléments de langage des proches de Bertrand. On a pu lire le 6 août dans Sud-Ouest un article intitulé « Nouveau gouvernement pour Macron », nouveau gouvernement pour Matignon, Emmanuel Macron tenté par la droite sociale de Xavier Bertrand, sans guillemets asocial, vous le noterez. Le même jour sur BFM TV, les téléspectateurs ont entendu au cours de l'émission BFM Story François Durovray, responsable idée du mouvement Nous France, dirigé par Xavier Bertrand, et Anne-Sora Dubois, donc l'éditorialiste de BFM TV, parler tous deux de cette fameuse droite sociale, dont Xavier Bertrand serait l'incarnation. Une expression qui a le don d'agacer Rob Grams, auteur d'un éditorial intitulé Xavier Bertrand, modéré en apparence, le pire du macronisme dans les faits, publié dans le média Frustration, dont il est rédacteur en chef adjoint. Mais elle est bien cette nouvelle recrue, Camille Stino, elle cite Frustration et tout. Moi je l'aime bien, je la connais pas du tout. Bonne recrue d'Arrêt sur Image. Il explique auprès d'Arrêt sur Image, donc Rob Grams, il dit... Quand on fait du journalisme politique, je sais pas du tout comment parle Rob Grams, quand on fait du journalisme politique et quand on utilise un concept, le minimum c'est de le définir. Ensuite, il faudrait montrer ce qui rattache Xavier Bertrand à ce concept de droite sociale. Le travail des journalistes devrait être de rappeler le bilan et les parcours réels des politiques et non de nous vanter des traits de leur personnalité. D'ailleurs, j'ai même envie de dire des traits de marketing de Xavier Bertrand. À Frustration, on trouve que ça manque un petit peu de rigueur. Bah oui, moi je suis un peu d'accord, oui. Je suis pas toujours d'accord avec Rob Grams, il y a des sujets sur lesquels, mais notamment, enfin bon bref, c'est pas la question. Là pour l'instant, très bien. Et pour cause, le 6 août, sur le plateau de BFM TV, il manquait un invité ou un journaliste capable de rappeler que Xavier Bertrand, héros de la droite sociale, ressemble étrangement au Xavier Bertrand qui défendait la retraite à 64 ans lors de la primaire des LR pour la présidentielle de 2022. Personne non plus n'a fait le lien entre ce Xavier Bertrand de droite sociale et celui qui, en tant que secrétaire d'État chargé de l'assurance maladie, a grandement contribué à la mise en place de la tarification à l'acte en 2004, la fameuse, c'est la T2A, qui a grandement contribué à la paupérisation de l'hôpital public, et puis aux grandes transformations. Vous savez, c'est à partir du moment où ils se sont mis à facturer les trucs à l'acte, cherchez sur Internet, nous on en avait déjà parlé tout le monde en a déjà parlé. Les téléspectateurs devront également effectuer des recherches complémentaires s'ils veulent savoir si le Xavier Bertrand qu'on leur vend comme la droite sociale est bien le même que celui qui a contribué à mettre en œuvre la réforme de l'assurance maladie en 2024, instaurant notamment le reste à charge de 1 € pour chaque consultation médicale. C'est de la droite sociale mais qui aime pas trop les services publics, donc c'est vrai que c'est compliqué. Il est aussi tout à fait regrettable qu'aucun journaliste n'ait été présent. Alors en fait, pour moi, la droite sociale, vous savez à quoi je pense ? Je pense à une droite qui pense aussi aux petits patrons, aux petits patrons, aux petits salariés et tout, qui est pas nécessairement beaucoup plus sympa avec les pauvres, les plus pauvres, avec les banlieues, avec tout ce que vous voulez, avec les chômeurs, mais qui pense aux petits patrons, le petit patron à la campagne. Pour moi, c'est ça la droite sociale. Il est tout à fait regrettable qu'aucun journaliste n'ait été présent pour rappeler certains scandales dans lesquels Xavier Bertrand est impliqué, qui pourraient ternir son image de représentant de la droite sociale. C'est en effet lui qui, en 2006, avait refusé de dérembourser le Mediator, alors que le Mediator, ce médicament, alors que la haute autorité de santé avait conclu que ce médicament, responsable de 1500 morts à 2100 morts, ne représentait aucun intérêt de santé publique. Donc il aurait fallu le dérembourser, mais ça veut dire que il a des liens bizarres avec les laboratoires pharmaceutiques qui auraient aimé. C'est Servier, le Mediator, je crois qu'il y a eu un procès depuis. En 2011, le Canard enchaîné avait finalement révélé qu'au moment même où Xavier Bertrand avait renouvelé le remboursement du médicament, 2 de ses conseillers travaillaient pour le laboratoire Servier, fabricant du Mediator. Nous y sommes. Voilà. Le capitalisme, c'est la corruption, les amis. C'est la corruption, toujours.
grâce à Victor Castanet, auteur de l'ouvrage Les Fossoyeurs sur la maltraitance dans les EHPAD, vous vous souvenez, on sait que Xavier Bertrand est très proche des dirigeants d'Orpea et a contribué à ce que ce soit eux qui dominent le marché des EHPAD en France, ajoute enfin Rob Grams, à propos de celui qui était notamment en charge des sujets liés à la dépendance en tant que ministre de 2007 à 2009, ministre de la Santé, des accusations que le principal intérêt... des accusations que le principal intéressé réfute. Voilà, très bon article, d'arrêt sur image, c'est merveilleux, il est 28, oh là là. Donc Xavier Bertrand a corrompu comme les autres, finalement. On est d'accord, Mais oui, mais c'est le capitalisme, tout ça. Rendez-nous la vraie gauche, rendez-nous Anne Hidalgo, c'est ça. Ah, beaucoup plus sympathique Anne Hidalgo que Xavier Bertrand, on le déteste. Voilà. Faut apprendre à détester Xavier Bertrand, parce que tu sais, faut se donner des balles aussi. S'ils nous le sortent là, je pense que ceux qui sont dans le Nord le connaissent bien, comme nous, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, on connaît bien Laurent Wauquiez. Dans le Sud-Ouest, ils connaissent bien Delga. Donc faut donner les billes aux amis là pour dire pourquoi il est détestable et puis pourquoi il est dangereux en fait. Pourquoi en fait qu'est-ce qu'on a à attendre d'un mec qui est capable d'être corrompu d'être pote avec Servier, avec Orpea. C'est ça la droite sociale. Ces entreprises dont on connaît la toxicité, quoi. Le procès du Mediator, c'est quelque chose. Orpea, je pense qu'il va y avoir des procès Orpea, ils n'ont pas eu lieu encore, mais vous savez, c'était la maltraitance des vieux dans les EHPAD. Donc bref, Déa elle est corrompue aussi, Delga ? Record du chômage dans le Nord. Oui, bon, ça, c'est pas forcément de sa faute, le record du chômage dans le Nord. C'était là avant lui, le record du chômage dans le Nord, je pense. Bertrand, c'est aussi celui qui a fait changer de nom la région sans demander à personne. Ah bon ? Il a le droit de faire ça ? C'était pas Hollande qui avait redécoupé les régions et changé le nom ? Pourquoi ? Elle s'appelle comment, votre région ? C'est pas le Nord ? Delga aussi, c'est la droite sociale, non ? Bien vu, bien vu. Pas mal, pas mal. Bon, on va s'arrêter là. Usul, c'est comme une bonne série, le générique de fin commence avant la fin de l'épisode. Et oui, parce que c'est la fin de l'épisode. Merci beaucoup d'avoir été là. Nombreux et nombreux pour cette petite revue de presse. Retrouvez-moi sur Instagram. Aujourd'hui, on a parlé des JO, du RN, on a parlé d'Anne Hidalgo, on a parlé un petit peu de climat et de canicule notamment. On a parlé d'IA un peu dans cette histoire. Et on a parlé de Xavier Bertrand, le prouteur, voilà. Excellente. Alors, faut que je prépare un raid évidemment, sinon ça n'a aucun sens. Je peux pas vous laisser comme ça. Il y a qui qui c'est qu'on peut Wissam qui nous parle des JO, d'accord. Chez Lodoniri, on analyse la vidéo de Norman. Je vais vous envoyer là-dessus parce qu'il paraît que Norman a fait un comeback. J'ai pas vu la vidéo, donc je vais vous envoyer chez Lodoniri. Très très bien. Je vous conseille aussi, si vous voulez vous replonger dans l'ambiance des 2 semaines de campagne, enfin c'est ça, il y a eu 2 semaines de campagne. Attendez, c'est ça. N'hésitez pas à écouter, voilà, le podcast, le 1000e tour. Je vous le montre ici. Le podcast de Julien Pagnac. Il y a déjà 25 épisodes. Moi je suis déjà passé 2-3 fois dedans. Il y a Rémi, donc il y a Os Politique, il y a Maudit qui est passé dedans, Loumi. En gros, Julien Pagnac, c'est quelqu'un qui sur Twitter, tout le monde le connaît, il tweet beaucoup, il est à Paris, il va beaucoup dans des endroits et tout. Un gars très agréable, un gars qui a le contact facile avec beaucoup de gens et qui a fait voilà, c'est un podcast de gauche que je vous conseille. Il y a des petits jeux, on rigole. Et donc si vous voulez, moi je crois que je suis dans celui qui s'appelle Il faut un cap clair. Évidemment, et il y a évidemment une partie sur Glucksmann et qui date du 27 juin, vous voyez, 27 juin, 7 juillet. On est pendant les 2 semaines de campagne, ça vous replongera dans cette ambiance-là. Par contre, on est comment dirais-je, dans le stress du moment, faut se replonger dedans. Est-ce que ça donne envie ? Je ne sais pas, de se replonger là-dedans. Mais sinon, vous trouvez un épisode, c'est bien, c'est intéressant, très bon épisode. Et donc, dans l'épisode Il faut un cap clair, je suis aussi avec Lodoniri, que je vais, raid ce soir. Hop, c'était pour ça que je parlais de ça. Et voilà, hop, emballé, c'est pesé. Et donc, est-ce que c'est oh là là, il a pris cher, Norman.
Donc en fait, ah oui, non, il est pas revenu avec une émission. Il est pas revenu avec un truc de blague. Il est revenu avec un petit peu comme Léo Grasset, en revenant sur pourquoi je me suis fait cancel, mes explications, le tout, à mon avis, monitoré de près par une équipe d'avocats. C'est ça, à mon avis, qui a dû se passer, parce que là, on est sur un éclairage de pas du tout de blague là. Ok, d'accord. Réponse à Mediapart, ouais, c'est ça, un petit peu un truc comme ça. Ouais. Bon.